Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle critique. Et oui, une grande critique sur un grand film, hein, on vend la mèche tout de suite. Dunkerque, un film sorti en 2017, écrit et réalisé par Christopher Nolan. Comme souvent, voilà des films qui me semblent importants, assez immenses, et bien... Je ne suis pas tout seul pour faire cette vidéo, pour faire ce commentaire du film. Je suis avec Arthur. Bonjour Arthur. Salut. C'est un film avec une belle brochette d'acteurs, des connus, des moins connus. Il y a par exemple Harry Styles, qui a un nom absolument classe, qui est le chanteur des One Direction qui joue dans le film. C'est marrant comment tu l'as prononcé, ça fait très mondain. Ouais. Quand tu dis je m'appelle Harry Styles. On a Kenneth Branagh, Cillian Murphy, un habitué, Mark Rylance, Tom Hardy. On a aussi Fionn Whitehead, qui est un petit jeune dans le film, un jeune soldat. Le film ne fait qu'1h46. Et pendant ces 1h46, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, eh bien, il y a plein de soldats, à peu près 400 000 britanniques, français et belges, qui se retrouvent encerclés par les troupes allemandes sur les plages de Dunkerque. Et le film nous narre une opération d'évacuation des soldats britanniques uniquement vers l'Angleterre. Cette opération s'appelle l'opération Dynamo. Ce n'est pas un film qui traite, comme souvent on préfère le faire en film de guerre, d'une victoire. C'est plutôt une défaite, une retraite salvatrice pour le coup. La productrice du film, Emma Thomas, qui est aussi la femme de Christopher Nolan, disait que c'est à la fois une victoire et une défaite. Et c'est cette contradiction qui rend le sujet passionnant, et je pense que c'est cette contradiction qui a intéressé Christopher Nolan pour faire le film. Avis de sortie de salle, on n'est jamais vraiment précis, parce que voilà, on vient de le voir, c'est un peu chaud, on n'a pas forcément le recul. On va parler du film dans son intégralité, avec quelques notes du magazine Première, qui avait une belle interview de Christopher Nolan. Nos avis rapides avant de rentrer dans le film. Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je connaissais pas cette histoire, mais quand des réalisateurs que j'apprécie traitent de ce sujet-là, ça peut m'amener à m'intéresser encore plus sur ce sujet. J'ai bien aimé ce film de bout en bout. J'ai cru qu'à un moment, comme on dit tout à l'heure, que j'allais décrocher. Alors que pas du tout, en fait, du début à la fin, la musique ne s'arrête pas, hein, faut bien le souligner ça. C'est tout le long du film, on traite sur le temps, que ce soit sur le plan esthétique, le montage, la musique, l'ambiance, les acteurs. Pour moi, il y a j'ai pas envie de dire parfait, j'aime pas le mot parfait. Il y a un tout qui est bien harmonieux. C'est ça, c'est harmonieux, exactement. J'aime pas dire parfait parce que ça n'existe pas, on a bien vu qu'il y avait des défauts dans le film qui amenaient à ce que, voilà, comme dans tous les films, on en parlera. Mais pour ma part, j'ai vraiment kiffé ce film. Je dirais même ce serait con de le comparer avec Interstellar puisque c'est pas la même chose. Mais pour ce qu'a fait en tant qu'artiste le Christopher Nolan, pour moi les deux sont au même niveau, j'ai envie de dire. Ils sont peut-être pas aussi puissants qu'Interstellar parce que quand je l'ai vu la première fois j'étais Dunkerque c'est subjugué mais de façon c'est une autre façon d'aborder sous son cinéma, je trouve. Ouais. C'est aussi une redécouverte. Ouais. Tu l'avais dit, il renouvelle son cinéma et ça se sent. C'est pour ça qu'on peut pas se dire tiens, je m'attendais à ce qu'il fasse ça. Non. À chaque fois, on est toujours impressionné par les rebondissements, les nouvelles manières de raconter des histoires. Tu disais qu'on était pris de bout en bout. Alors sachez une chose, quand les critiques américains par exemple vous disent qu'on est pris du premier plan au dernier plan, c'est pas des conneries, hein. C'est le cas. On est vraiment... en sortie de salle, j'ai dit à Arthur, on disait de Mad Max que c'était une scène d'action de 2 heures. Je peux vous assurer que Dunkerque, on est franchement pas loin d'1h46 de suspense non-stop. C'est hallucinant. La paranoïa, la violence, la peur qui nous fait tenir pendant 1h46. Hein. Moi, je suis très très impressionné. C'est un montage ultra compliqué ce qu'il nous a fait. Moi, j'ai utilisé plusieurs mouchoirs à la fin du film. Hein. Je ne vous le cache pas. Oui, pour moi, c'est un film qui m'a fait peut-être plus d'effet sur la totalité du film qu'Interstellar. Je dirais, on est très vite pris dedans par un emballage de mise en scène, plus que par des personnages, je dirais. Et il y a un exercice de l'efficacité dans le film qui est vraiment impressionnant, renouvelé, expérimenté.
C'est vraiment un film de guerre qui est pas comme les autres. Il y a un vrai point de vue, c'est aussi une vraie vitrine esthétique et c'est aussi un film qui vante, encore une fois, comme les films de Nolan, du réel, du réalisme et de la pellicule. Donc toutes les armes que Nolan a su travailler sur ses films précédents, il nous les resserre ici pour notre plus grand plaisir, en tout cas pour le mien. Pour moi, j'ai adoré le film. C'est pas un film qui va caresser dans le sens du poil les fans de films de guerre qui vont reprendre les codes de ses aînés, c'est-à-dire par exemple si on veut faire le comparatif avec Hacksaw Ridge de Mel Gibson, quand tu regardes le film et quand tu as vu d'autres films de guerre avant, t'as l'impression d'arriver rodé, voire désabusé. Et même si le film, à son milieu, on disait que voilà, le son, l'immersion est très bien faite, il utilise des pans scénaristiques qu'on avait déjà vu dans Full Metal Jacket, dans Il faut sauver le soldat Ryan, dans tout ça. Quand tu vois Hacksaw Ridge, c'est le film hommage. Ouais. Journey to the Line. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils aient utilisé ce morceau-là pour la theme music d'ailleurs. Mais du coup, pour revenir à Dunkerque, on sent qu'ils voulaient absolument s'écarter de tout ce qui a été fait. On recycle déjà assez dans notre cinéma américain actuel, donc... la nostalgie fait vendre. Ah bah oui, et donc lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est proposer d'autres angles, une histoire plutôt spéciale, puisqu'on connaît l'histoire de l'opération Dynamo. Si on se renseigne, on sait un peu les tenants et aboutissants. Mais elle n'est pas aussi populaire que les autres, parce que quand tu regardes des films de guerre, souvent ça va sur d'autres... Oui, mais on en connaît l'issue. Oui. C'est une toile de fond. Ce qui nous intéresse dans le film, c'est pas l'histoire avec un grand H. Oui, c'est pas un film qui c'est l'histoire avec un petit H. Ouais. C'est l'histoire de ces personnages, de ces groupes, de ces mêmes, de ces éléments. Puisque le film a une perspective narrative tridimensionnelle. Là, j'ai l'impression de faire du Valentin Bréheret, mais bon, voilà. Je n'ai pas fait une vidéo depuis un mois, donc j'ai bien le droit de faire une petite pique. Mais c'est vrai que ça a trois perspectives narratives assez différentes, et qui sont nommées d'ailleurs dans le film la terre, l'eau et l'air, qui sont liées à des personnages, à un pilote, un commandant sur le môle, là, sur l'espèce de passerelle, à des soldats, à des civils qui viennent aider les soldats à retourner dans leur patrie. Ça semble comme ça être simple, linéaire, mais la structure du film est extrêmement complexe, puisque nous avons déjà à faire un film choral, c'est-à-dire que c'est un film où on avait trois histoires qui vont pas forcément se rencontrer, mais qui évoluent ensemble, qui vont se croiser à un moment clé du film, mais qui vont évoluer un peu chacun de leur côté dans un montage qui va mélanger ces trois histoires. Et moi, je croyais qu'on les aurait les unes après les autres, ou que qu'elles seraient toutes dans la même temporalité. Mais ce que fait Nolan, et ça, c'est pas facile de le sentir en fait, et c'est là où on peut peut-être pointer un premier point négatif, c'est que ça peut beaucoup gêner en fait de passer d'une temporalité et d'un espace à un autre. Surtout que si le spectateur est habitué à une narration assez rapide, qui n'aime pas prendre le temps d'aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire que voilà, le film clairement, il a une narration qui te donne tout le temps du suspense, il y a plein de retournements de situation. Alors c'est l'ambiance, le fait que c'est haletant du début jusqu'à la fin. Si on rentre pas dans le film, ça peut agacer, ça je peux comprendre, parce que c'est vrai que ce que j'avais dit à la sortie du film d'ailleurs, c'était que on reconnaît sa patte d'écriture, comme avec son frère, sur ce côté, on mélange plusieurs strates temporelles en même temps, qui est très alambiqué, très énigmatique, et pour donner un twist final ou une conclusion qui putain ouais, j'avais pas vu ça comme ça, comme ça me l'a fait pour Interstellar, je m'attendais vraiment pas à ce que ça se termine comme ça, comme pour Inception machin. Et ben là en fait y a pas cet effet là justement, et c'est pour ça qu'on pourrait y voir comme quelque chose qui pourrait amener à le cliché Nolan. Tu vois, la première fois que le mec devient une révélation, une propre caricature de lui-même à travers cette écriture, mais qui moi ne m'a pas dérangé parce que c'est un style qui me parle, que j'apprécie encore, mais où je reconnais cette fois que dans ce film ça n'avait pas une grande utilité, à part juste créer un rythme pour le film, une identité qui lui est propre, et du coup c'est à prendre ou à laisser. Cette structure a l'air un peu alambiquée pour un sujet de film de guerre qui n'a pas besoin de rebondissement, mais comme tu le dis, c'est pour continuer un suspense. Parce que imaginez qu'une scène d'action sur la plage se termine, il va y avoir un moment de silence, un moment de détente, de pause. Eh bien, ce que fait Nolan, c'est qu'il nous enchaîne avec un autre moment, un autre endroit,
où il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer. Donc en fait, on est continuellement dans l'action dans le film, et dès qu'il y a un temps mort, eh bien il va enchaîner avec deux autres perspectives où il y a de l'action, où il y a quelque chose qui se passe. Donc ça permet toujours de garder le spectateur en éveil dans le film, et c'est ça en fait qui renforce la course effrénée, le suspense et l'accroche du spectateur. On commence avec quelque chose de linéaire, on pose les enjeux, on pose les espaces, et après c'est parti pour l'alternance. Et c'est une alternance qui est beaucoup plus compliquée que vous puissiez imaginer. Comme ça a l'air, ouais, bah c'est les trois perspectives narratives qui se mélangent. Mais non, c'est plus fou que ça en fait. C'est que les perspectives narratives n'ont pas la même durée, puisqu'il y en a une qui se déroule sur un jour, une qui se déroule sur une heure, et une autre qui se déroule sur une semaine. C'est-à-dire qu'à un moment, il fait nuit. Alors tu dis, ok, il fait nuit. Mais après, tout d'un coup, on est en pleine journée. En un cut. Et tu dis, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et c'est parce qu'il y a des temporalités différentes. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'à la fin, les trois temporalités se retrouvent dans un point, un espèce de truc final apocalyptique. Et tu te dis, waouh, c'est-à-dire que le mec, depuis 1h30, il nous mélange les trois temporalités différentes de différentes durées. Et ça, quand tu te rends compte de ça, tu te dis, oh putain, le montage de malade. Il nous fait mélanger 1 heure de récit, 1 jour de récit et 1 semaine. C'est monstrueux. Enfin, moi je trouve ça, les mecs qui ont fait le montage, Lee Smith et Nolan, ils ont vraiment... c'est une grosse structure. Comme s'ils avaient fait le scénario sur 3 lignes. Quand tu fais les cours de scénario, tu sais, t'as les fameux 3 actes avec la courbe d'intensité. Ouais. Si on devait en faire une pour Nolan, elle est sinusoïdale. Oui. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En plus, la musique rejoint la ligne d'intensité. C'est ça qui est bien. Ce tic-tac qui devient un gimmick de composition, qui manifestement Christopher Nolan est séduit par ce petit truc-là. Il n'y a pas de taiko drum, pas d'épique, rien. Juste ce tic-tac qui va vous faire ressentir la tension, et c'est pas quelque chose que vous allez entendre tout le temps, mais au moment où ça va s'arrêter vers la fin du film, là vous allez ressentir comme un relâchement, autant que pour les personnages joués par les comédiens, qui à un moment sont là. Ça permet de lier aussi les 3 espaces. L'urgence, elle est dans les 3 étapes, donc on lie aussi par la musique les 3, il n'y a pas tout d'un coup une coupure quand on passe à un autre. Des fois, les plans des 3 lieux s'enchaînent rapidement, hein. Oui. Donc c'est pas genre il y a une scène, et après il y a une autre scène dans l'autre lieu. Non, des fois c'est vraiment un montage avec les 3 situations comme ça n'en était qu'une. Ça rend le film très dense. Alors il faut être très attentif. Ça peut être un peu déstabilisant au début, hein. On peut se perdre en fait dans cette alternance. Mais quand on comprend le principe après, on suit bien, on a bien identifié les personnages aussi. Après ça dépend de chacun, il y aura forcément des gens qui rentreront pas dans le délire et qui vont se faire chier, tout ça. Mais je trouve quand même que le film a une force dans sa mise en scène, même si t'arrives pas à comprendre ce qui se passe à l'écran, parce que clairement au début, j'étais là en mode, ok, ton parti pris, tu présentes aucun des personnages, ni même leur nom, c'est un parti pris qui est à la fois négatif et positif, parce que c'est un film, comme on le disait tout à l'heure, c'est une fresque, qui veut donner cette dimension humaine plus que sur un personnage. Du coup, on n'a pas une position omnisciente sur la totalité, c'est-à-dire qu'il y a des informations liées carrément à l'opération Dynamo qu'on ne connaît pas. On suit les soldats, donc on ne sait pas exactement comment ça se passe avec les Français. Des fois, on en croise dans le film. On n'en sait pas plus, donc les Français pourraient se sentir un peu délaissés dans le film. Mais ce n'est pas le point de vue de Nolan. Le point de vue de Nolan, c'est suivre aussi des personnages. Donc si les personnages ne sont pas à côté de Français, on ne sait pas ce qui se passe avec les Français. C'est le point de vue du film. Il n'y a pas la mention de faits importants qu'on connaît dans le livre d'histoire concernant l'opération Dynamo. Il faut laisser ça à Nolan, à son choix en fait d'éclater comme ça sa structure. Ça renforce l'immersion parce qu'on a vraiment l'impression que tout est englobé sous le thème de l'urgence, de la peur et de la violence aussi. Mais ça peut rendre confus par moments. La progression dramatique, quand on passe de l'avion à Mark Rylance dans son petit bateau en train de naviguer, des fois ça peut créer une rupture quand on est installé. En fait, quand on installe un rythme et un rythme sonore aussi, parce que le son varie bien sûr là en fonction des espaces. Quand on est habitué à un rythme sonore sur on va dire 15-45 secondes et que tout d'un coup on passe sur une ambiance très différente, même si on a un tic-tac derrière, des fois ça peut troubler un petit peu. Ouais. Et des fois le choix des plans n'est pas forcément un choix de transition évident. Il n'en tient qu'à vous d'être endurant, d'avoir vu des films et tout ça pour subir le moins possible ces petites potentielles gênes en fait.
faut pas le voir comme un film de guerre comme on l'entend. Voilà, ouais, c'est un film de survie. Je crois qu'il utilisait ce terme. Ouais. Film de survie, exact. Ouais. Qui, évidemment, sur le thème de la guerre, hein, le film de survie, c'est pas Koh-Lanta, mais du coup, c'est très bien de l'avoir traité de cette manière-là parce que ça met en place l'humain plus que le côté chair à canon. Ouais. Les chefs qui mettent leurs soldats, allez, c'est pour la patrie, allez-y, oui monsieur. Ouais. Je pense que le patriotisme s'incarne dans Mark Rylance. Par sa dévotion envers sa mission. Oui, mais une dévotion exacerbée. Une dévotion qui est quand même montrée. Quand même, quand tu... Enfin, alors, on spoil ou pas Bon, spoil. Alors, Cillian Murphy, ou Cillian Murphy, je sais pas comment ça se prononce, bref, son personnage qui est repêché par eux, parce qu'ils veulent partir à Dunkerque pour, justement, par patriotisme, hein, par dévouement, voilà. Enfin, parce qu'ils ont aussi été réquisitionnés, hein. T'as la Navy qui est venu le voir. Hein. C'est ça aussi, ouais. Et puis le deuxième gamin qui veut se joindre de la partie, puis qui, justement, ce dernier se retrouve à descendre les escaliers involontairement, la tête sur le sol, à saigner, et puis à cause de qui ? De Cillian Murphy. Et du coup, par rapport à cet événement, tout d'un coup, on s'en fout, enfin, de leur point de vue. Le père, comme le gamin qui est quand même là, attends, il est en train de pisser le seau. Mais je sais, il dit le père. Et lui, il est complètement obsédé par cette volonté de traverser l'océan pour aller jusqu'à Dunkerque. Et ils y parviennent pas tout de suite, parce que c'est loin. Et, en fait, ils y parviennent jamais. Mais ils y parviennent jamais. Oui. On les voit pas arriver. Non, parce qu'ils prennent les mecs en cours de route. Ah oui, c'est vrai. Ils arrivent jamais, ils prennent que les gars en cours de route, tu vois, les mecs qui tombent autour d'eux, quoi. Le père, on le pointe quand même comme quelqu'un d'un petit peu aliéné par son patriotisme, mais que d'un côté, sur la conclusion du film aussi, contrecarre cette vision qu'on avait apportée précédemment dans la première partie, que dans la deuxième partie, justement, le gamin qui meurt. Et dans le journal, on met un enfant de 17 ans devient le héros voilà, de Dunkerque et tout ça. Alors qu'il a rien fait à part se casser la gueule à cause de l'autre con, mais... Malheureusement, ce genre d'événement a dû exister, des trucs à la con, des morts connes, quoi. Et bon, c'est un peu pour cacher la vérité, quoi. C'est aussi pour le père, pour éviter qu'il se dise que son fils était n'a rien fait, quoi. N'a rien fait, voilà. Ouais. Mais je trouve ça triste quand même. Enfin, après, c'est l'injustice. C'est une injustice. C'est obligé de déguiser ça par un héroïsme qui n'a pas eu lieu pour justement sauver la dignité de son fils. Mais c'est ça. Fier de lui. Oui, c'est ça. Mais mis à part ce fait-là, il y a très peu de moments où voilà, on est les Anglais. En attendant, vous faites dégommer, quoi. Si, je trouve qu'à un moment, en fait, quand il y a Tom Hardy qui arrive à dégommer les vaisseaux, les avions, il y a tous les Anglais qui sont là, mais en même temps, le mec, il a plus d'essence, tu vois, il arrive quand même à les dégommer, quoi. En plus de l'autre avion, c'est-à-dire qu'il a dégommé le bombardier, mais en plus, il a dégommé le chasseur. Mais moi, j'ai cru... D'ailleurs... Et là le patriotisme et l'espèce d'héroïsme qui est salué est amplement mérité, parce que c'est vraiment dingue, hein, et moi, j'y croyais pas. Hein. Mais d'ailleurs, ce personnage que joue Tom Hardy, c'est lui, j'ai envie de dire, qui incarne le plus cet héroïsme... Ce héros de guerre. Le héros de guerre qui va au front. Ouais. Parce que contrairement aux autres qui arrêtent pas de couler, et de rester en place et de dire il nous faut des destroyers. Oui. Kenneth Branagh, le mec qui reste. Il reste sur son ponton et il bouge pas. Hein. Mais il a la classe. Avec son manteau dans le vent. Petit chapeau, là, sa casquette d'amiral. On parlait des différents films américains pour comparer un peu l'héroïsme ou peut-être les clichés. Nolan, lui, il a des drôles de références parce qu'il nous cite du Hitchcock, du Clouseau, du Bresson, du Murnau et du Griffiths, ce qui en fait, de toute façon, j'en ai jamais douté, un cinéphile accompli. Il a revu beaucoup de classiques, Le Salaire de la peur, Intolérance, pour essayer de se créer une espèce de corpus pour créer l'ambiance de Dunkerque. Et il disait en interview, il parlait de scènes de suspense instantanées. Des scènes de procédure, hein, on le sent dans le film, on en parlera, mais quand il parle de scènes de procédure, c'est-à-dire ce sont des procédures mécaniques. Et il citait deux exemples qui étaient, je trouve, très très justes. La scène du Salaire de la peur, quand il y a le camion qui fait machine arrière sur la plateforme qui est chancelante. Et bien dans cette scène-là, on a un montage très compliqué pour montrer toute la procédure pour faire machine arrière, alors qu'il n'y a aucune marge pour faire machine arrière, et que le plancher en bois commence à dégringoler. Donc c'est vraiment une scène de suspense, mais sur comment faire machine arrière.
et pas sur forcément des émotions de personnage, mais plus sur la mécanique du camion. Et une autre scène, c'est celle où on s'intéresse au succès ou à l'échec d'une action au moment où elle se produit. Il prend la scène de Psychose, c'est Anthony Perkins qui met le cadavre dans le coffre d'une voiture qui après nettoie la chambre d'hôtel et il roule et on commence à angoisser en fait pour lui. Est-ce qu'il va se faire prendre? Et cette angoisse, on la ressent avec lui. Et à ce moment-là, on a presque oublié que c'était un salaud dans l'histoire. Parce qu'on est dans l'instantanéité, sans forcément savoir beaucoup de choses sur le personnage. Et tout cela, c'est très Hitchcockien, c'est-à-dire vivre l'intensité du moment présent, sans avoir à expliquer ce qui s'est passé avant. Et c'est le principe de Dunkerque. Et là, on parlait peut-être d'une modernité de Nolan qui essaie de renouveler son cinéma. Eh bien, ça... c'est un point important qui définit, je trouve, une innovation dans son film, c'est une intensité immédiate, sans forcément avoir quelque chose d'inscrit dans le passé, des backgrounds de personnages, par exemple. La durée est courte, c'est 1h46, c'est vraiment peu, donc ça doit être très détonnant, et le résultat est étonnant. J'étais très surpris en fait qu'il applique cette formule, ce processus d'instantané. On a les logos, on a le titre Dunkerque, très sobrement mis, comme souvent dans ces films, c'est très sobre. Ouais. Et comme beaucoup de films immersifs ces dernières années, comme les Jason Bourne d'ailleurs, on a le titre, hop, on est dans l'action. Ouais. On commence tout de suite avec une fusillade dans la rue qui est très très violente, dès les premiers coups de feu qui résonnent, qui sont très puissants. Limite, et on a des gens comme ça qui essaient de se cacher, c'est impressionnant. Enfin, moi, c'est ça qui contribue à l'immersion, c'est au niveau du son. On n'a pas conscience du bruit en fait. Parce que tu sais, quand tu regardes des films d'action, c'est taillé pour pas que ça nous casse les oreilles non plus, tu vois. On est là en mode ah vas-y, défonce du machin. Et nous là, c'est la guerre, donc le bruit tu l'entends autant que eux, c'est-à-dire à un décibel trop fort pour nos oreilles. Ouais. Et quand tu entends les coups de feu, t'as vraiment l'impression qu'ils tirent à côté de toi les mecs. Ouais. Surtout quand ils sont dans le bateau, là, l'impact de la balle sur la coque, ouais. ça, à chaque fois je sursautais tellement. Oui, mais je te voyais à côté, tu fais c'est tellement fort ouais, que... Ouais, mais c'est l'idée, tu sais, c'est comme dans Interstellar quand il y a Matt Damon qui casse le vaisseau. Oui. Et tout d'un coup, et toute la scène était comme ça. Oui, donc le film agrippe très très vite son spectateur, il perd pas de temps, et les personnages principaux seront présentés dans leurs actions. Pas dans des dialogues explicatifs de leur passé, mais vraiment dans les actions. Ça fait gagner beaucoup de temps dans le film, et ça permet tout de suite de placer le processus de Nolan. Il y a toujours des mécaniques, non seulement les structures des scénarios, mais aussi des façons de gérer le suspense. Il emprunte beaucoup à Hitchcock, je pense, et en même temps on voit qu'avec ce film il essaie de renouveler un peu sa façon de faire du suspense, et c'est pour le coup assez audacieux. Je raconte une histoire, mais je la rends complexe alors qu'elle ne l'est pas de base. Oui. Mais justement pour briser ce côté linéaire, parce que finalement c'est vrai que je t'avais dit, tiens pourquoi il s'est cassé le cul à faire 3 strates, mais oui mais c'est son style, t'aimes ou t'aimes pas, voilà, que les gens ils disent, en général pour un film, ouais j'ai pas aimé le scénario, non t'as pas aimé l'histoire, le scénario c'est la manière de raconter son histoire. Donc là en fait si on n'aime pas Nolan, on n'aime pas la complexité de ses scénarios. Donc son script quoi. Son script voilà. Donc moi j'aime bien ce côté là. Après il y en a ils disent ouais mais c'est de l'esbrouf comme on pourrait dire un faiseur d'images pour Zack Snyder qui fait des très belles images. Non, mais tu racontes une histoire et tu captives tes spectateurs comme ça. C'est ça le cinéma. T'avais dit un truc très juste, c'est que c'est complexe parce qu'il veut nous créer la tension constante. L'idée, c'est que ces gens, à l'époque, ils étaient dans une peur constante jusqu'à être arrivés en Angleterre. Nolan veut retransmettre cette idée sur 1h46, ce qu'il fait un enrobage sonore important et une structure qui ne désemplit pas. On a des petits moments de silence, mais ça revient très vite avec des moments de tension. L'idée, c'est d'avoir ce scénario complexe pour lui permettre à chaque fois les relances. C'est-à-dire que t'es jamais en paix. Et à chaque fois que tu crois que c'est terminé, eh bien il te remet une couche. Soit parce qu'il y a de nouveau une menace qui arrive, et les mecs ils s'en prennent plein la gueule tout le temps. Ça relance en fait la machine pour toujours mettre le spectateur en pression. Mais c'est
c'est un acharnement sur le spectateur, et ça c'est travailler le spectateur, hein. Nolan vraiment travaille le spectateur par cette structure complexe. C'est ce qu'il avait dit, et ce que je savais pas avant que tu me l'envoies en message, l'échelle de Shepard. C'est la gamme de Shepard. La gamme de Shepard. Du coup, je me suis renseigné vite fait là-dessus. En fait, c'est du son. En fait, c'est un traitement sonore, une illusion auditive, on va dire ça, voilà, sur en fait une montée en crescendo de tonalité. Là, c'est en montée ou en descente. Et en fait, derrière vient se juxtaposer la même en plus grave, et ce qui donne l'impression qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Un son cyclique qui monte à chaque fois en crescendo ou en montée ou en descente. Et c'est ce qu'il voulait faire Nolan dans ce film. Tu parlais de... Et là, tout d'un coup, ça va se calmer. Pas du tout. Il y a un avion qui t'arrive et qui te crève dessus, et puis ça se calme, et hop. C'est-à-dire que autant Hans Zimmer l'a fait en musique, cette idée, Nolan l'a fait en scénario. Voilà, et les deux se complètent. complètent. Et ça, c'est vachement ambitieux. Et en fait, tout a été calé avec la musique, je pense. Tu crois à chaque fois qu'ils vont s'en sortir, puis là, en fait, non, puis en fait, si. Donc, du coup, c'est ça qui est bien dans ce scénario, c'est que... Ça met à mal, tu vois, les personnages. Et donc, même si tu sais pas grand-chose, toi, tu sais même pas leur nom. Des fois même ils posent la question, et toi c'est quoi ton nom, et ils répondent même pas, quoi. Parce que les mecs ils sont déjà en train de regarder la sortie parce qu'ils ont peur de se faire couler dans le bateau. Non mais c'est ça, il met vraiment à mal ces personnages, et à un moment mais t'es tellement dedans en fait que même si tu connais pas trop le personnage, t'as envie qu'ils s'en sortent parce que toi t'es aussi dans le bateau avec eux. Nolan, un peu à la manière d'Hitchcock, il crée une empathie très directe avec les personnages par les situations dans laquelle il force dire le spectateur. Quand il y a les batailles par avion, on est dans le cockpit. Hein, c'est pas genre on est à l'extérieur et on a des plans virevoltants. On est à la place du pilote quand il vise les vaisseaux ennemis et tout ça. On a des caméras qui sont collées à l'avion, donc c'est très très immersif. Hein. Il y a vraiment un travail d'immersion important dans le film. Hein. Ce qui est bien aussi montré dans le film, c'est la difficulté de neutraliser l'ennemi dans les airs avec un avion. C'est une partie d'échec. Oui, exactement. Avec les moyens de l'époque, voilà, c'est pas comme maintenant. Les mecs ils doivent anticiper les mouvements. C'est un moment, t'as le gars qui dit... Ils ont pas de missile à tête chercheuse. Ah non, voilà, c'est tout à la mitraillette. Donc du coup, les mecs ils doivent... Attends, tourne un peu, et après le mec il te suit, et après... Exactement, oui, ils doivent savoir d'où venir l'attaque. Les mecs, ils regardent des fois autour d'eux pour savoir où est le gars, quoi, où est l'ennemi. En plus, à un moment, c'est bien, j'aime bien ça, parce que ce côté technique, même si je le comprends pas, j'aime bien, moi, quand on me demande des trucs que je comprends pas, du coup, ça me force à vouloir aussi m'en renseigner quand tu vois Tom Hardy qui a un moment, ah, j'ai plus de foule, comment je fais À combien t'es, toi? Parce qu'ils sont partis en même temps, c'est ça. Donc il le note avec la date. Avec une craque, ah voilà, il me reste tant. Ça, j'aime bien, parce que ça montre le côté technique du métier. Et ça crée aussi du suspense, encore une fois, visuellement. Oui. Parce que tu sais que le mec, il a pas de l'essence illimitée. Donc le mec, à un moment, il va plus avoir d'essence. Donc est-ce qu'il va pouvoir rentrer chez lui? Est-ce qu'il va pouvoir acheminer sa mission? On dit qu'il y a beaucoup de moments de tension, que voilà, on est super engagé, mais il y a aussi des moments calmes. Ouais, mais qui durent pas longtemps. Non. Mais quand ils arrivent, de quel ordre sont-ils? Je pense qu'on peut être tous les deux d'accord, tout ce qui est dans l'avion, c'est jamais calme. Ah non. Même si on est en tension, il y a des moments où la musique se calme. Il y a Tom Hardy, t'as l'impression que... Ouais, si c'est juste pour faire le compte rendu du fuel, bon... Non mais même il y a vraiment des moments où tu le vois voler, regarder, c'est l'observation. La musique n'est pas aussi tendue qu'avant, tu sais, t'as le staccato de violon qui se calme, t'as plus ça, t'as rien, et t'entends juste un petit son en retenue, voilà, c'est la guerre, donc voilà, mais il y a pas encore l'ennemi, donc tu sais, c'est en mode... En mode stand-by, quoi. Stand-by, temps de chargement. Ouais, temps de chargement. Niveau suivant. Mais tout ce qui est sur la plage, les soldats qui attendent. Et monter en crescendo, construction du suspense, avec les bruits des avions qui commencent à charger, et les gens qui regardent en l'air. On a aussi des très très beaux plans sur les bateaux qui se déplacent dans l'eau. Il y a plein de petits détails en fait dans le film, par exemple... À un moment, la marée commence à remonter. Il y a un soldat qui dit « Mais comment vous savez qu'elle remonte ?» Parce qu'il y a les cadavres qui reviennent. Et c'est des moments calmes, mais ça reste des moments de tension parce que ça montre de l'horreur de guerre. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec ce film, c'est que c'est pas de l'horreur biologique. C'est pas cru. Ce n'est pas cru, ce n'est pas sanguinolent pour un sou. C'est un film Peggy 13. On n'est pas dans Il faut sauver le soldat Ryan, qui est une violence très biologique. Et tu avais parlé de Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge est extrêmement violent et bien sûr aussi magnifie la violence, un peu à la Kubrick, avec des ralentis, des choses comme ça. C'est pas gore. Ce n'est pas gore. Ouais. Et ça montre pas vraiment de blessures. Oui. Sinon, elles sont cachées. Mais c'est plus un film sur la terreur psychologique de se faire attaquer.
on a beaucoup de gens qui sont en attente, soit d'être cachés, soit en attente de se faire tuer presque. Je veux dire, quand on a les gens qui sont tous alignés et qui entendent un avion commencer à foncer sur eux, il y a une attente et une peur qui s'installe. Et c'est, je pense, vraiment cette peur qu'a voulu mettre en avant Christopher Nolan. Quand on voit les gens sur les bateaux qui regardent les avions passer, ils ne savent pas si c'est un avion allemand ou anglais. Alors il y a le père, Mark Rylance, qui dit « Ah, mais ça c'est un anglais parce que je reconnais le bruit du moteur. » Et tout d'un coup, ça rassure le jeune. Donc voilà, il y a tout une idée de savoir est-ce qu'on va survivre, est-ce qu'on va mourir, est-ce que celui-ci c'est un allié ou non. Même sur la Terre, un moment où il y a une scène où les gens croient que la personne qui est avec eux est un espion. Ça crée une paranoïa. C'est une scène de tension qui d'ailleurs fait enfin un petit peu jouer les acteurs, parce que souvent ce sont des acteurs qui sont assez qui ne parlent pas beaucoup. On en reviendra sur ça un petit peu après, mais là on sent vraiment qu'il y a aussi un enjeu psychologique assez important régulièrement, et tout plein de petites teintes psychologiques un peu partout dans le film. Ça montre presque une palette de situations qu'on peut avoir dans ce genre d'événements, quoi. Pour terminer rapidement sur quelques points du scénario, c'est un film sur l'armée britannique, donc on évoque les Français. Ce n'est pas la part belle à moitié du film sur les Français, c'est-à-dire que les Français, ici, on nous les montre au début, puisqu'ils tiennent la ville de Dunkerque, ils ont fait des barricades, mais autrement, on nous montre quand même comme des gens sacrément têtus, parce qu'ils veulent embarquer avec les Britanniques et ils ne comprennent pas. Ouais. Et c'est montré aussi comme des lâches, parce qu'on a à la fin un soldat français qui veut essayer de rentrer en Angleterre aussi avec les Anglais. Et on a Harry Styles qui n'a pas l'air très content. Hein. Non, puis en plus c'est marrant parce que maintenant que tu parles de ça, ça me rappelle au tout début, quand t'as le héros qui se retrouve à fuir les rafales des ennemis, là, des tirs des ennemis, et qui ne me tirez pas, je suis anglais. Mais viens là, connard! L'anglais, vas-y, va te cacher! Ouais, bon voyage! Tu vois, le mec, il lui a sorti ça. C'est pas que Nolan ne nous saque pas, mais c'est que c'est pour servir une dramaturgie. Après, je dirais, c'est pas à des fins idéologiques de la part de Nolan. Je pense pas après. Moi, je ne connais rien de Dunkerque, donc je suis pas en train de dire que c'était comme ça ni rien. Donc pour les chercheurs du réel, voilà, ne m'attaquez pas. Mais c'est pour dire juste que si ça se trouve, il a juste voulu pas pointer du doigt, mais montrer une réalité de cette époque-là. Peut-être que le conflit entre les Anglais et les Français était réel. Il s'est rattaché sur des notes et il a vu des survivants. Si les survivants, ils ont trouvé que les Français c'était des connards. Il peut pas tout d'un coup prendre le contraire comme ça. S'il y a des Anglais qui ont survécu, qui ont vraiment ressenti ça, c'est qu'on est des connards. Qu'est-ce que tu veux Après, quand tu racontes une histoire aussi, tu prends forcément d'un point de vue. Oui, bien sûr. D'un point de vue d'un camp que tu choisis d'être le protagoniste de ton film. Donc là, c'est les Anglais, effectivement, et les Français, ils sont un petit peu là pour être... Pour servir de bouchon, quoi. C'est une barrière. C'est une barrière. Mais moi, je suis français, je me suis pas senti heurté. Non, mais moi, n'ai pas ce... Moi non plus. Le film ne dure qu'1h46, c'est là aussi où il peut pêcher sur ces petits moments d'interaction. C'est très rapide. Surtout que je ne vois pas Nolan... C'est l'évacuation. C'est-à-dire que c'est pas la défense de Dunkerque et du point de contrôle de la plage. C'est l'évacuation. Donc bien sûr, c'est une affaire d'anglais. C'est pas une affaire de français. Donc, les Français, on les évoque. D'ailleurs, c'est très beau ce que dit l'amiral Branagh quand il dit que je vais rester avec les Français. Oui. Alors que tout le monde part, ils sont tous sur le bateau, et il y a l'amiral qui dit non, je vais rester pour défendre avec les Français. Et ça, c'est une très très belle phrase. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Que ça m'a fait le leader qui a supervisé un petit peu tout le bazar, il se dit non, il y a encore des gens là-bas qui ont besoin de quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut peut-être les aider à s'échapper. Ouais. Mais pour ce qui est de l'histoire, du chauvinisme, de tout ça, j'ai pas l'impression qu'il rentre dans ça. Bon, on l'a jamais vu. C'est un humaniste, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui va dans l'humain, dans la psychologie humaine, plus que dans les valeurs qu'elle défend. Et comme il nous l'a dit en interview, c'est quelqu'un. Enfin, il nous l'a pas dit à nous en interview, mais. Parce que, on a eu. Chris, alors Chris, comment ça va Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui invente le réel, donc il veut aussi retrouver une sorte de réalité historique. Oui. On s'en rapprocher le plus possible. Donc. C'est factuel, j'ai l'impression. Oui. Il veut faire quelque chose de factuel, il veut pas. C'est pas une prise de position en mode. Non. Les Français c'est des cons et les Anglais c'est les meilleurs. Alors la dernière note, c'est que j'ai marqué Tom Hardy plane à la fin.
Mais ce que je veux dire, c'est que la fin, c'est quelque chose de très très beau. C'est les jeunes qui reviennent par le train et ils lisent le discours de Churchill qui est dans un journal. Et en même temps, on a Tom Hardy qui plane dans un soleil couchant sur les plages de Dunkerque. Je trouve que c'est une fin qui vante beaucoup d'espoir. Parce qu'on a été si pressurisé pendant tout le film qu'à la fin, je voulais vraiment préciser ça parce que il y a une vraie liberté. Il y a 2 moments où en fait on est libéré dans le film. C'est le moment où les bateaux des civils arrivent sur la plage. Et ça se sent musicalement, hein, on l'avait dit. D'un coup, il y a vraiment une orchestration très différente. Hein. Et le moment où ils arrivent. Où ils sont enfin sur les quais en Angleterre et qu'après ils prennent le train et tout ça et on est enfin libérés et il y a voilà, une sorte d'épilogue qui est avec Tom Hardy où on le voit voler, c'est parmi les plus beaux plans du film. Il y a beaucoup de plans vraiment très beaux, on y reviendra, mais ce moment où il y a Tom Hardy comme ça qui vole avec son avion qui n'a plus de carburant et qui va se poser tranquillement sur la plage, il y a un vrai moment de calme en fait que je trouvais... Enfin, moi je trouvais ça très enivrant, très très beau. Ce qui est drôle, c'est qu'en plus de ça, le film continue par. Il crée du suspense. Il crée du suspense, même dans un moment qui se veut calme avec la musique. Alors que oui, parce que faut savoir que pour atterrir avec ce genre d'avion, il faut des roues. La saleté de roues. Sauf que tu le vois peiner à enlever ses roues pour qu'elle puisse poser le sol. Et comme il arrive, il plane, il touche. Il est de plus en plus près du sol, et là tu te dis attends, la musique est calme et tout, ça crée un contraste par rapport à l'action qui se passe à l'écran, plus l'ambiance qui est véhiculée par les images et tout ça. Là on dirait plus qu'une blague, mais en même temps ouais, c'est vrai que ça fait blague. Bon, on a assez subi comme ça dans le film, donc ça a permis, et encore Tom Hardy il est pas sorti d'affaire après être sorti. J'ai envie de dire même qu'il est mort en fait, hors champ. Oui, ils vont pas le garder vivant le mec. Il est peut-être prisonnier, on ne sait pas, tu sais, soutirer des informations. Oui, possiblement. Donc, je veux dire, le mec est fait prisonnier à la fin, donc c'est une victoire douce amère. Mais comme tout le film c'est son but. Donc on voit pas pourquoi Tom Hardy devrait tout d'un coup repartir avec les mecs dans le bateau et tout ça. Non, ça constitue la victoire douce amère. Et c'est un des derniers plans du film, c'est l'avion de Tom Hardy qui a fait un boulot héroïque qui est en train de flamber. C'est lui d'ailleurs qui tire dessus. Oui, il tire dessus. Il détruit son avion pour pas que ce soit aux mains des Allemands, pour qu'ils trouvent la technologie anglo-saxonne. Qui se retrouve d'ailleurs en arrestation. Voilà, il y a des ombres derrière lui qui lui pointent les fusils et tout ça. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose d'assez tragique, hein, mais ça fait partie de l'idée que veut véhiculer le film. Alors on dit qu'il y a des ombres derrière Tom Hardy et tout ça. Un truc intéressant, c'est qu'on ne montre jamais les Allemands dans le film. On dirait assaut de John Carpenter, c'est-à-dire qu'on a des ombres, on a des vaisseaux, on a des U-boats, donc des sous-marins, on a des impacts, on a des explosions, mais on n'a jamais quelque chose de factuel. On n'a aucun Allemand visible à l'écran. C'est presque fantastique en fait. Il y a un côté un peu duel presque avec des avions et on sait même pas s'il y a des gens à l'intérieur. Oui, parce qu'en plus l'avion ne montre pas le pilote. Non, jamais. On ne voit pas que c'est un pilote dedans. C'est une menace qui est. Oui, c'est une menace planante. C'est une menace qui prend objet de. C'est comme au début du film, t'as des tirs. Oui. Des fusils. Oui. T'as jamais les sources des tirs de fusils. C'est vrai ça. Ce qui rend menaçant, c'est en cela que moi je trouve il y a un côté très assaut, très duel en fait de gens qui se font traquer par des forces plus puissantes qu'eux et qui ne sont jamais représentés dans leur matérialité. Ils sont présentés par les outils. Je serais curieux d'avoir la réponse. Dans la plupart des films de guerre. On les montre. On les montre, oui, bien sûr. D'ailleurs, on les montre très bien dans Il faut sauver le soldat Ryan. D'ailleurs, la première scène du Il faut sauver le soldat Ryan, on a des ombres, tu sais, on épouse le point de vue des bunkers. Oui. Ça a été assez critiqué cette idée-là de comme si on était à la place de l'ennemi et qu'on défonçait les gens qu'on les Américains, voilà. Ouais. Comme si on prenait parti, il faut arrêter. Ouais. C'est juste une manière de montrer la scène. Ouais. Quand tu as cette troupe de jeunes soldats dans le bateau, qu'on commence à faire des trous dans le bateau, on n'a jamais un plan sur les ennemis qui s'amusent à tirer sur la coque du bateau. Ouais. Et ça rend le truc ultra flippant, je trouve. Ouais, c'est vrai. Donc il y a un parti pris en fait de ne pas montrer les Allemands, mais presque pour assister encore plus davantage la peur, la menace, esthétiquement. C'est super esthétique de ne jamais montrer l'ennemi. Donc quels sont les subterfuges que tu vas créer ? En fait, le fait que tu ne montres jamais l'ennemi, donc tu n'auras jamais de contre-champ, ça facilite l'immersion en fait. Tu n'as jamais de contre-champ, tu seras toujours avec lui. En enlevant tous les ennemis, l'identification, tu es tout le temps avec les Britanniques qui s'en prennent plein la gueule. Donc ça te fortifie davantage l'identification et l'immersion. Après, j'ai envie de dire un truc, c'est
ce point de vue-là, il peut être aussi d'un point de vue négatif. Si t'es un Allemand, comment tu le ressens? Ah bah là, Parce que tu te ressens pas représenté, tu ne te sens pas représenté en tant que tel. Voilà, c'est clairement là, l'Allemand, tu parlais- l'ennemi, le méchant. Tu parlais de parti pris de Nolan, là oui, là on peut considérer que c'est un parti pris C'est un politique. Un parti pris politique, voilà. Alors peut-être que lui, il a voulu c'était pas Sans vouloir dénigrer. Voilà, il dénigre dénigrer. pas l'Allemagne. Il se met du point de vue des Britanniques. Peut-être que Oui. ça aurait peut-être apporté Que quelque pour chose renforcer son propos, il préfère le faire à fond avec ce style-là. Hein. Et pour son scénario, Oui. de conserver un rythme, Oui. plutôt que de tout d'un coup faire une autre strate temporelle du côté des Allemands. J'aurais préféré ça, parce que moi j'ai tendance à préférer les films de guerre, comme a fait Clint Eastwood avec Les Mémoires de nos pères et Ouais. Les Lettres d'Iwo Jima, mais il fallait faire 2 films dans ce cas, donc Dunkerque 1, 2, mais voilà, c'est pas une suite mais c'est vrai que quand on fait un film de guerre, c'est vrai qu'il peut y avoir une pression sur la représentation de chacun. Humaniser les gens, même si ils se font la guerre, c'est pas des méchants, c'est pas des gentils. Peut-être qu'on pourrait reprocher à Nolan, enfin moi je lui reproche pas ça, mais je peux comprendre qu'on lui reproche ça, le manichéisme déguisé. Par l'absence de Voilà, la représentation de ouais. l'allemand. Mais ça peut être aussi vu d'une autre manière, donc là ça sera peut-être chercher la petite bête de dire oh c'est Ouais. manichéen, machin. Ouais. Cette menace allemande, elle se fait sur des soldats britanniques, des jeunes soldats britanniques. Ce qui m'a beaucoup troublé en fait avec le film, ça c'est un point négatif je trouve, c'est qu'ils sont tous jeunes, quasiment. T'as l'impression qu'ils sont tous sortis de l'école militaire, c'est un truc de fou. C'est une sortie scolaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, dans l'armée, t'as des gens de 50 ans qui sont encore des soldats, quoi. C'est pas tous des généraux ou des cadres. T'as des gens de 40 ans, t'as des gens de 30, t'as aussi des gens de 20, 25, voire peut-être un tout petit peu plus jeunes encore. Mais là, t'as l'impression qu'ils sont tous jeunes. Ça m'a fait un peu chier pour le réalisme, en fait. Sur tous. Impeccable, hein, rasé, t'as l'impression qu'il n'y a aucun barbu là-dedans. Bon, bien sûr, il y a des trucs de poux qu'il faut éviter à l'armée, mais bon, Ouais. moi, je trouve que c'était assez impeccable. Alors, ce sont tous des jeunes soldats, et je pense que c'est presque un peu symbolique d'avoir choisi beaucoup de jeunes. C'est possible. Parce que c'est, tu vois, rencontre entre les civils qui sont plus âgés, et on le voit dans le film, et les jeunes soldats qui sont, comme disait d'ailleurs Mark Rylance, hein, on les a envoyés à la guerre, c'est à nous de les rapatrier. Est-ce Il que tu dit verrais ça pas, à un moment. Est-ce que tu verrais pas par là une métaphore du conflit intergénérationnel? Ah bah, Lui, comme il est Interstellar, c'est ça. Comme il est justement, lui, Donc, en tant que père de famille, peut-être qu'il a voulu y insuffler d'une autre Il a manière. 4 enfants en plus. 4 enfants. Donc voilà. c'est quelqu'un qui a le sens de la famille. Et je suis bien d'accord avec toi quand tu parles que oui, il y a un travail de rencontre de génération et une génération qui veut sauver l'autre. Hein. Kenneth Branagh, voilà. Oui, c'est le père quoi. C'est le père. Qui veut sauver ses enfants, hein, clairement. Il y a beaucoup de figurants. Ah oui, ils ont dit le nombre. J'ai vu le nombre, y a- c'est incroyable. Il y a eu énormément de figurants Alors, sur ce film. De ce que j'ai lu, il y a 1500 figurants, mais il a fait un truc, le Nolan, c'est un petit fourbe. Parce que bien sûr, il devait avoir beaucoup plus de figurants. Il en a 1500, estampillés correspondant aux critères. C'est ce qu'il a fait, parce que quand on voit sur les gens sur la plage, on voit qu'il y a beaucoup plus que 1500 figurants. C'est qu'il a fait des cartons. C'est-à-dire que sur la plage, vous avez des colonnes de soldats. Et sur une très très longue distance. Mais les colonnes les plus éloignées, ce sont pas des soldats en chair et en os, ce sont des cartons de soldats. C'est-à-dire qu'il les a. Ah, il est. C'est-à-dire c'est un diaporama de carton, c'est-à-dire... En post-prod, il les a dupliqués quoi. Sur la plage, il a foutu des cartons de soldats sur des rangées et des rangées pour donner l'illusion qu'il y a plein de colonnes qui attendent avec un ou deux soldats vivants qui se déplacent et comme ça. Mais c'est comme si on mettait des marionnettes, des popettes et tout ça. Ouais. Mais sur beaucoup, et même il a fait ça pour des véhicules. Sur un plan, ça se voit. Mais alors, il faut vraiment savoir que ça existe. Ah hein. ouais, l'illusion. Moi, Mais j'ai pas. sur certains plans, il y a des véhicules, des camions. Ce sont des cartons, c'est-à-dire ce sont des aplats, des trompe-l'œil quoi. Et il a fait ça aussi pour les soldats. Mais bien sûr, c'est en flou. Au 15e plan derrière les soldats et les principaux. Donc bien tu le vois foutu. pas. Mais pour de l'économie, pour donner l'illusion du nombre, eh bien il fait ça. Et moi je trouve que c'est vachement bien. Parce que c'est de la technique traditionnelle toute simple. Ça fait l'illusion. En plus, si tu mets quelques soldats bougeants dans la rangée, tu vois que ça a du relief, ça bouge. Ouais. Donc tu te poses pas la question. Et quand tu le sais pas, ça fait complètement illusion.
pour le coup, moi je trouve que c'était plutôt efficace. Bah, tu vois, avant que tu le dises, moi je croyais qu'il y avait vraiment. Ah non, mais ou alors qu'il avait dupliqué sur en les images, post-prod. sur les images de making of, je te montrerai. Je ne montre pas de photos dans cette vidéo, hein, pour cause de copyright. Mais regardez sur internet, il y a des photos où on voit clairement que ce sont des cartons. Hein. Mais je trouve ça vachement bien comme idée de représentation de foule. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on représente les foules comment numériquement. Et Nolan, lui, ne veut pas ça. En tout cas, il essaie de le limiter au maximum. Une astuce physique a été envisagée, a été faite sur les plages. Et je trouve ça assez fort pour éviter, le CGI, créer l'illusion d'une armée. On parlait de ce suspense instantané qui fait un peu l'innovation du film. Il y a une autre innovation, une amélioration peut-être dans ce film-là par rapport au précédent. On reprochait à Interstellar que ça parlait beaucoup trop, que ça démontrait, ça expliquait trop. Eh bien, dans ce film-là, on a très peu de dialogue. C'est très surprenant, c'est très muet. Il y a plein d'astuces qui sont montrées par le visuel. Par exemple, on parlait avant de Tom Hardy qui est dans son avion et qui essaie de se rendre compte visuellement du temps qui lui reste à voler. On a plus ici des regards. Je trouve que particulièrement pour le Fionn Whitehead, donc le mec tu vois, qui a les cheveux un peu noirs, lui, je trouve qu'il a des plans de regard. Il y a un moment, alors là je sais pas comment ils ont fait, mais il y a un moment où il est dans le bateau et il regarde vers le haut et il est tout en noir, c'est-à-dire il est dans l'ombre et on a les yeux qui ont une espèce de petit regard blanc avec des points blancs. Là, on aurait créé une espèce de vision fantastique. Franchement, il y a des plans de regard qui sont excellents. Les plans en fait de soldats apeurés suffisent, hein, plutôt que nous faire des grands discours sur la peur et leurs pires expériences et tout ça. Moi, je trouvais que c'était assez fort. Quand ils dialoguent, eh bien c'est quand ça paraît nécessaire. Donc, on pourrait penser peut-être que les dialogues sont un petit peu trop sursignifiants, c'est-à-dire trop bien écrits quand ils se mettent à parler. J'ai trouvé que c'était fluide les dialogues. Ça faisait pas écrit. Ça faisait vraiment au discours de militaire, au discours normal. Moi je trouvais par exemple quand il y avait la séquence dans le bateau où ils se font tirer dessus et après ils trouvent le français. Ouais. Je trouvais que là le dialogue était vraiment, pour moi ils étaient naturels. Je trouve que quand l'amiral parle c'est un peu il s'écoute parler mais après c'est un intellect peut-être. Oui, je la vois presque. Quoi ? La patrie ? Oh là là. Après, oui, il se croirait au théâtre le mec, tu vois, il a son podium. C'est peut-être la mentalité aussi qui amène à ce que ça nous amène à se dire bon, il en fait des caisses, peut-être qu'aussi c'est la mentalité du personnage, ce côté très je vais revenir chez moi, je veux la maison. Ouais. Le film, même s'il est avare de dialogue, quand ça arrive, c'est fluide, ça pose pas de problème. Enfin, pour ma part, j'ai vraiment ressenti aucun souci au niveau des dialogues. Je dirais peut-être que ça manquerait un peu d'être clair des fois. Ça parle de choses précises, mais comme on n'a pas pris le temps de présenter les personnages, l'objectif de chacun, qui vient au fur et à mesure qu'on suit l'intrigue, bah du coup ça peut décontenancer un peu des fois quand ils se mettent à l'ouvrir, tu vois. Ah ouais, machin, attends, mais oui, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, il faut que tu nous dises qu'est-ce qu'il veut ce mec-là. Bah on va pas te le dire. T'as qu'à juste ouvre tes yeux, tu clignes pas des yeux, tu regardes. Il s'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs qu'on pose une question et que le mec ne réponde pas. Et le film est plus concentré sur des gestes en fait. Ce qui permet de, comme je l'avais dit, déployer un éventail de caractères humains, toutes les situations de la guerre en fait, les morcones, la paranoïa, les réconforts aussi entre soldats, le suicide. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui débarrasse ses affaires et qui commence à se jeter en mer. On se dit il va aller rejoindre l'Angleterre à la nage quoi, mais il est pas prêt d'arriver. Mais l'idée en fait c'est qu'il y a aussi des gens qui voyaient la situation tellement désespérée qu'ils sont prêts à mourir comme ça dans les eaux, plutôt que d'attendre en fait sur cette plage qui était le lieu de boucherie pour les avions. Ce qui amène pour ce peu de dialogue au sens du film, au but du film. Pour Nolan, c'était clair que l'empathie pour les personnages n'avait rien à voir avec leurs histoires. Le problème n'est pas de savoir qui ils sont ou d'où ils viennent. La seule question qui l'intéressait, c'était est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Est-ce qu'ils vont mourir sous les bombes sur la plage ? Ou pendant la traversée, écrasés par des bateaux, comme je l'avais lu dans une interview. Donc il n'y a pas de backstory. On ne sait rien sur eux. Plus ou moins quelques détails, on en sait plus en fait sur les civils qui viennent les aider. Nolan voulait plonger le spectateur immédiatement dans le conflit, ce qui est le cas, aux côtés des soldats, sans raconter leurs histoires personnelles. On peut s'en dispenser au final, et c'est ce que confirme Cillian Murphy. Alors lui, pour le coup, on ne sait rien du tout. Hein.
il est perché sur un bout de bateau. Ouais. Et Le déprimé. et voilà, il est déprimé, il est en mode corbeau. Et il attend que Mark Rylance, avec ses deux enfants, là, il le repêche, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, lui, il fait rien à part Ah, mais il fout la merde, à part le con, tuer hein. le fils. À part tuer le fils, mais c'est ça aussi, toi. C'est un mec qui a peur. C'est un mec qui a peur. Bon, on le voyait un moment avant sur le radeau, là. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Vraiment, je m'attendais à ce qu'il prenne une arme et qu'il participe à la neutralisation Non, mais de l'avion. le mec, c'est juste, encore une fois, quand je dis un éventail de caractères humains, bah, il faut aussi représenter les gens brisés. Les hystériques, les traumatisés. Celui-là est un homme brisé qui ne souhaite pas revenir à Dunkerque. Et il va même commettre l'irréparable en tuant le pauvre garçon. Malgré lui, hein. En plus c'est un pauvre accident à la con, hein. Mais c'est comme ça que ça arrive, et malheureusement ça a dû arriver plein de fois pendant cette guerre. D'ailleurs, tu parlais des civils sur lesquels on était plus sur eux par rapport aux soldats. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a une espèce de retournement de rôle. Qu'en fait, les héros de guerre seraient plus les civils que les soldats. Ils viennent sauver les soldats, et on est arrivé à bon port, à Dunkerque, tac. Quand l'avion il tombe, ils sauvent, c'est les sauveurs. Enfin, tu dis que t'as Alors l'impression. qu'habituellement, c'est les soldats qui sauvent une ville. Non, mais t'as l'impression de ça parce que c'est eux qui font l'action d'aller vers. C'est-à-dire eux, c'est qui actionnent. Ce sont les civils, les actionneurs. Ouais, on les alors montre, que les soldats sont les gens en stand-by, c'est-à-dire les gens qui vont recevoir beaucoup. Ce que disait Cillian Murphy, c'est que à l'écran, vous voyez les personnages. Celui-ci est un gamin, celui-ci est un soldat et l'autre un général. Pas besoin de savoir si machin est marié, a des enfants ou si machin est doué en maths. Ce qui compte, c'est d'être juste, d'être vrai quand on joue, parce que c'est ce qui fait que les gens y croient. Voilà, c'est ce qu'il disait et on revient de toute façon à ce qu'on avait dit un petit peu avant, vivre l'intensité du moment présent, sans savoir expliquer ce qui se produit avant. Donc c'est vraiment le grand enjeu de ce film en termes scénaristiques et de relations de personnages. Nolan rajoute encore un petit truc en interview. Le plus effrayant pour les gens sur le môle, donc cette espèce de grande avancée comme ça sur la plage, qui est à moitié trouée par les bombes, il dit que c'était de rester sur cette digue pour peut-être embarquer sur un croiseur. Ils attendaient tous en fait d'embarquer, mais ils ne pouvaient pas, il y avait toujours des blessés qui passaient avant eux. Des jours à attendre, sans savoir s'il y aurait un bateau au bout. Et une fois qu'ils étaient sur la structure et que les bombes pleuvaient, plus moyen de s'enfuir. Et c'est un peu l'idée de ce personnage joué par Fionn Whitehead, que moi j'aime beaucoup parce que c'est un gars qui va absolument partir. Et à chaque fois qu'il embarque sur un bateau, il y a une merde. Et le mec, en fait, c'est fascinant de le voir, le pauvre gamin, parce qu'il arrive à s'en sortir à chaque fois, et à chaque fois, il est dans un endroit encore plus merdique. Pour le coup, instantanéité, suspense, paranoïa, instant présent, suspense instantané, tu te lies à lui sans savoir, mais rien du tout. Je crois qu'on ne sait même pas son nom. C'est comme Cillian Murphy. C'est vrai qu'on il y a sait une pas psychologie, tu t'attaches ou non au personnage, de même que c'est aussi un acteur connu, donc on peut s'attacher à lui, mais parce que les actions, les situations te forcent, tu vois l'injustice comme ça, et le mec, au début, il prend un blessé pour se dire, moi je vais faire le brancardier avec un copain, on va passer dans le bateau avec le blessé et on va rester sur le bateau. Mais non, quand ils arrivent avec le blessé, le blessé l'est posé, et après t'as les soldats qui se disent, maintenant vous débarquez. Alors les deux ils se disent ah merde mais en fait on peut pas aller dans le bateau, donc déjà première injustice, et ça va être une suite d'injustices pour ce personnage mais qui sont absolument fascinantes, hein, jusqu'à l'injustice ultime dans le bateau qui se fait trouer, de devoir sortir pour se faire tuer par les Allemands, et le gars refuse, quitte à en payer le prix avec les gens de sa propre patrie, sachant que ce personnage là c'est le premier, d'ailleurs c'est le personnage qu'on sait le moins de choses. Et c'est le premier qu'on a dans le film. Oui, c'est le premier qu'on voit, qu'on C'est-à-dire présente. que encore une fois, c'est un peu candide, c'est un peu l'ingénu. C'est-à-dire que lui, il va découvrir à la plage, qu'il va découvrir toutes les situations, mais on est avec lui. Donc c'est peut-être celui avec lequel on peut le mieux s'identifier. Le gars, on ne sait pas d'où il vient, mais quand on voit ce groupe comme ça, qui a l'air d'être complètement crevé, d'arriver, de découvrir en fait que Dunkerque est assiégé, parce qu'ils regardent les fiches comme ça, ils savent pas trop ce que c'est. Et le truc tout con, en fait les mecs ils ont l'air tellement à bout, t'as le gamin, il voit les affiches, il voit qu'il y a plein de trucs qui pleuvent, il en met dans sa poche. Mais pourquoi donc ?
Mais pour faire du papier WC. Parce que le mec, il est là depuis une éternité. Ah oui, d'accord. Mais c'est ça en fait. J'avais pas fait la liaison. Mais moi je vois que je fais ça, tu sais, c'est comme les 3 coquillages dans Demolition Man. T'as le mec, il insulte la machine pour que ça sorte des contraventions pour faire du papier WC. Parce que c'est quoi? C'est de la propagande, c'est de la merde. Donc la propagande, on en fait du papier toilette. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai pas Parce fait que la liaison du tout. les gars, ils doivent être peut-être en marche. Ils arrivent jusqu'à Dunkerque, peut-être après avoir été repoussés par les Allemands depuis des villages et des villages. Ils en peuvent plus. Le mec, il a en grave envie de chier ou de pisser. À chaque fois qu'il veut se mettre à un endroit, et bien t'as les Allemands qui attaquent ou d'autres choses. On voit qu'une fois à vouloir aller faire... 2 fois. 2 fois? Ah, excuse-moi, la C'est quand première, la deuxième la première fois, fois, c'est quand il est dans la rue. Bah non, la première fois c'est quand il est dans... Ah sur non, la non, plage. non, la première fois, tu le vois très bien qu'il est en train de desserrer sa ceinture. Ah Mais oui. c'est juste au moment où il desserre sa ceinture que ça commence à tirer. Oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est très rapide ce moment-là, donc c'est Très pas... rapide. Ouais. Et la deuxième fois, c'est sur la plage. Ouais. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'après, bon, il y a une personne qui enterre quelqu'un dans la sable et Mais du il coup, s'installe. tout d'un coup, ah, non, je vais l'expédier plus tard, hein. Bon, je reste la crotte au cul, c'est pas grave, je vais voir qui c'est, Non mais et après on s'en va. c'est horrible ces situations parce que c'est comme ça paraît. Alors c'est au début du film, donc ça donne un côté un peu léger. Parce que le film est vraiment dramatique. Hein. Mais c'est aussi une réalité de la Mais chose. c'est pas gras, c'est pas potache. c'est Non mais pas... bah, parce regardez, que- poète, non, on fait de l'humour non, caca, non, non, mais c'est pas ça. c'est pas de l'humour caca, ça se passe vraiment comme ça. Les mecs, mais les gars ils mangent quand même un petit peu, à un moment ils en peuvent plus quoi, ils sont Ouais. dans des combinaisons qui sont lourdes, ils doivent des fois trimballer des sacrés pactoles derrière eux. Les gars à un moment ils ont envie juste de se poser, mais il y a tellement de pression, il y a tellement de pression allemande et ils doivent tellement être alertes qu'en fait les mecs ils doivent avoir des problèmes après quoi, parce que c'est horrible. Mais après on l'a plus vu faire ce geste, donc il s'est peut-être fait Ouais, chier dessus. il a peut-être fait dans l'eau pendant Ouais, que le bateau peut-être, mais coulait, oui, tu mais vois, ouais, ça ça, lui a c'est- permis de se mais ça, rincer. Mais de toute façon, les mecs ils sont tellement dans la merde que. Non, mais. Oui. Au sens littéral, Sans jeu de mots, oui. que les mecs ils en ont plus rien à foutre de sentir mauvais. Hein. Ils sont, la plupart savent qu'ils vont peut-être mourir donc. Quand il est dans le bateau, il y a un moment, je croyais vraiment qu'ils allaient le tuer, le personnage. Quand la torpille leur arrive dessus, Ouais, il y a un moment, tout est éteint. Ça m'a fait peur. ouais. On entend le son, mais il y a peu d'images. Oui, il y a peu de lumière. Non, il n'y a pas une nuit américaine avec un bleu foncé. Non, on Et voit rien. c'est le français qui les libère. Oui. Ah bah voilà. Bah voilà, les Français, c'est pas des cons. Ouais, Tu vois, ça, voilà, il bah, faut juste voilà. regarder un petit peu le film. Hein. Écran large là, écran large. Terrible ce passage. Moi, c'est un de mes passages préférés avec la musique derrière là qui comme Ouais. ça, et j'avais l'impression qu'il allait mourir parce qu'il en chiait pour pour nager, et tu le voyais, il est absorbé. C'est quand le bateau coule, t'es absorbé vers le fond. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, oh merde, non. Et ça, oui, cette expérience d'être absorbé par le fond est bien retranscrite. je Ouais, trouve. bah en plus, Et on la même, voit 3 fois. et même dans le deuxième bateau qui coule aussi, oui. Tu vois en fait T'en as un qui s'en l'échelle, sort pas. tu vois l'échelle, tu vois la main qui essaie qui est vaguement visible en fait, qui essaie de te choper. C'est bien retranscrit, c'est même esthétique. Ils jouent tous bien. Ah oui. Ils jouent Non. tous très très bien. Vraiment, pas un acteur qui en fait Et de le- trop. Alors, C'est on juste. on doit tout de suite calmer les ardeurs des détracteurs. Le Harry Styles, il joue. Non, bah parce que ça me fait penser à Ali G. Dans Ali G, ils parlent de style et ils le disent avec un truc. Je sais plus dans quel film il y a ça, et comme ça. Non, mais alors, juste pour la petite blague, dans Ali G, donc le film avec Sacha Baron Cohen, il y a donc le mec qui vient des cités, qui fait partie du gouvernement britannique. Et il y a Ali G qui dit toujours oui, il faut imposer son style et tout ça. Impose ton style. Et à un moment, il y a les Britanniques qui doivent voter des lois et tout ça sur l'immigration. Alors il y a Ali G, ouais, il faut faire venir que les bonasses et tout ça. Alors les mecs sont un peu. Ils savent pas trop quoi faire. Et tout d'un coup, il y a le Premier ministre qui demande aux votants. Et je crois qu'il faut imposer son style. Et en français, c'est magnifique la façon dont il dit. Ça, ok, c'est le chanteur des One Direction, on n'aime pas, bon, c'est pas l'affaire ici. Il joue bien. On le ressent pas, le One Direction. Ouais, dans le film. alors il est pas du tout mis en avant. C'est le deuxième ou troisième jeune qu'on voit. Hein. C'est Whitehead qui est mis en avant par rapport au style. Et Ouais. le style, il joue très très bien. Et même, c'est bien qu'il soit dans le film parce que ça a amené des fans du chanteur à s'intéresser au film et même à financer des projets de financement participatif pour restaurer, je crois, un avion, il me semble, ou un véhicule de Deuxième Guerre mondiale. Parce que tu avais les fans qui étaient des millions et des millions de personnes qui suivent ce gars-là, donc ça a été plutôt bénéfique. Et le mec s'en sort très très bien, il joue très bien. Harry Styles, il joue aussi dans le film quelqu'un qui est très vite parano, qui se laisse très vite emporter Ouais. par
la méfiance. Oui. Et je trouve qu'il le fait assez bien. bien. Il le fait bien. Ouais, Et je dirais qu'il n'y a pas un qui joue mieux que l'autre. Ils sont tous égaux. Ouais, parce qu'il n'y a, a pas des grandes stars écrasantes. Non, et même Tom Hardy. Tom Hardy il a un masque sur le visage, donc... Bane. C'est Bane Power. Ah ouais. Non mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que... Mais il joue tout sur les yeux. Ah mais c'est un jeu de regard, c'est un acteur de regard. À un moment, quand il tire sur les Anglais, tu vois qu'il y a une espèce de grosse haine dans les yeux, c'est ouf. C'est évocateur, ça veut dire c'est un quelque chose. style C'est un qui style. est demandé pour certains rôles, qui est demandé par certains réalisateurs. Et ça marche. Mais je peux comprendre que ça peut devenir peut-être lassant à la longue, qu'il s'enferme là-dedans, ou qu'on le demande, ou qu'on le sollicite tout le temps à faire le même type de personnage. J'ai adoré sa série là... Tabou. Oui, c'est clairement sa série. Sur tous les plans, c'est Tom Hardy qui est comme ça, ce côté bougon, très brut. Monolithique aussi. Ouais, très dans le... Bestial, massif. Marmonnant, marmonnant. Quand il parle, toujours... Mais ça marche, si t'aimes Tom Hardy, t'aimes ça. C'est un style pour lequel il sera reconnaissable en tout cas. Je trouve que, en parlant du regard, pour tous les acteurs c'est pareil en fait. J'ai l'impression que il a voulu partir dans ce côté-là de la communication par le regard. Oui. Des fois c'est vrai que les acteurs n'avaient pas besoin de l'ouvrir pour faire comprendre un mot ou une émotion. Regarde, rien que quand il y a Whitehead qui se place pour aller essayer de faire ses besoins et que t'as le mec à côté qui commence à le regarder. Oui, rien n'est dû. Franchement, je m'attendais à avoir une parole ou tout ça. Même quand on lui donne à boire, tu vois, on est un petit merci ou... Non, rien. Donc ça, voilà. Là, tu sens déjà que Nolan, il veut essayer d'expérimenter quelque chose sur son travail par rapport à ses films précédents où ça parle beaucoup. Je dirais, là où il s'est renouvelé, c'est dans l'économie de dialogue. Parce qu'avant, c'est très bavard. Ouais. J'ai souvenir que dans Memento, ça parlait un peu quand même aussi. Il y a de la voix off, il doit expliquer aussi. En fait, il doit réexpliquer son processus. Parce qu'il oublie à chaque fois s'il a dit à la personne en face, tu vois. Ouais. Tu vois que c'est quelqu'un qui est encore en mouvement. C'est-à-dire que son style n'est pas arrêté. Parce que quand son style sera arrêté, là, il fera du surplace et là, il va être dépassé et il deviendra has-been. À un moment, en fait, le temps te rattrape parce que tu n'es plus au goût du temps. Et Nolan, pour l'instant, continue à se chercher. Il innove aussi à chaque fois parce que ce sont des genres différents qu'il traite. Donc ça permet d'évoluer beaucoup dans la production design et dans les interactions. Parce que ce ne sont pas les mêmes décors, les mêmes outils, les mêmes gueules d'acteurs. Donc ça permet beaucoup d'innovation un petit peu partout. Et je trouve que Nolan, à ce niveau-là, j'ai pas vu de Behind the Scene, mais en tout cas... Par exemple, il n'y a aucun rôle qui mérite des Oscars, mais il a aligné tout le monde. Voilà. Et ça contribue, comme je vous le disais, à parler de la masse plutôt que l'individu. Oui. D'où le fait que le film ne se concentre pas sur un personnage, mais des personnages. Voilà. Et qu'on ne se souvient pas des noms, parce que c'est pas important. C'est vraiment l'idée du film. Hein. Nolan, on sait que c'est un fou de cinéma, c'est un fou de pellicule, c'est un contrôle fric. C'est-à-dire que c'est quelqu'un un peu comme Kubrick qui contrôle beaucoup ses films, il n'a pas de deuxième équipe de réalisation, il fait tout lui-même. Après, bien sûr, les trucs classiques quand il s'agit de films de guerre, surtout pour des films de Nolan, documentation intense, repérage, visite auprès de vétérans, de gens qui ont vécu cette évacuation. Comme beaucoup de films de guerre, vous pouvez vous en douter, les historiens, les spécialistes reviendront auprès du film pour critiquer tel ou tel aspect, comme c'est le cas pour la plupart des films. Soldat Ryan n'y a pas échappé pour divers petits objets, divers petits détails. Ici également, il y aura des problèmes au niveau, je pense, de l'architecture des rues, qui sont par moments un petit peu trop modernes par rapport aux années 40. Et aussi par rapport peut-être au moteur des avions qui semblerait déjà fait débat chez les spécialistes des moteurs, chez les avions des années 40. Nous on n'est pas là vraiment pour s'occuper de ça. Non, c'est surtout que moi je suis pas expert en la question. Oui, voilà, on n'est pas expert. Mais je préfère le mentionner parce que sachez que ça existe, que le film n'est pas parfaite représentation historique. Mais d'ailleurs c'est marrant parce que de souvenir, personne n'a eu le souvenir d'avoir vu un film à l'identique d'une période de l'histoire qu'il a cherché à retranscrire. Non. Il y aura toujours une couille dans le pâté. Jamais on va... Oui, mais parce qu'à un moment, il y a la fiction qui doit prendre le pas. Donc à un moment, tu préfères proposer une énergie visuelle que plutôt, stricto sensu, sur la réalité des faits et la réalité technique, technologique des outils utilisés à l'époque.
Une chose intéressante aussi, là c'est concernant le bonhomme en lui-même, c'est que Nolan, il a eu une petite faveur concernant ce film. Sachez qu'il est en grande faveur chez Warner. C'est un qui a une carte blanche assez monstrueuse chez la Major. Il a eu un contrat assez juteux, 20 millions de dollars pour faire le film et aussi 20% sur les recettes du film. Donc il va se faire normalement beaucoup d'argent avec ce film-là s'il marche. Ce qui fait de lui le réalisateur le mieux payé d'Hollywood actuellement, après Peter Jackson pour King Kong en 2005, qui a eu aussi un gros contrat pour ce film-là. Il est en haut de la montagne en ce moment, ce qui lui a permis de faire des choses assez incroyables dans le film. Un tournage sur la véritable plage des événements, ce qui nécessite bien sûr une sacrée logistique, ramener tout le monde. Une autorisation. Des autorisations. Après, il y a aussi des tournages. Alors, j'avais lu qu'ils avaient aussi tourné dans d'autres lieux, dont Los Angeles, pour les réservoirs qui vont servir pour les naufrages et les bateaux qui coulent. Tous les moments de noyade assez intenses où ils ont besoin d'espace pour les bateaux, eh bien, c'était fait dans des réservoirs à Los Angeles. Donc, c'est toujours bien de le mentionner parce qu'on se dit, ils ont peut-être travaillé tout ça sur la mer en elle-même. Mais en fait, non, pas du tout. Donc, en plus, c'est de nuit, je pense, ces séquences-là, peut-être. Il y a des séquences de nuit. Donc ça permet aussi de maîtriser le fond en fait de ton image, donc voilà. De créer l'illusion que ça reste toujours dans le décor. Et même décor. quand on fait des moments où ils sont en train de se noyer dans le bateau, ça c'est des trucs qui sont aussi faits dans le réservoir. Donc voilà, ça coûte de l'argent, mais ce qui coûte aussi une blinde d'argent, ce sont les images qui ont été créées. Ce sont des images qui ont été faites en 65 mm et en IMAX. Alors on a avec Nolan un collaborateur, le même que pour Interstellar, Hoyt Van Hoytema. Je prononce ultra mal, je suis désolé. Ça, on dirait une marque de biscottes. Mais c'est le chef opérateur, celui qui s'occupait des images de Spectre et de Her, donc le film de Spike Jonze. Comme l'avait pitché Nolan à la Warner, c'est de la réalité virtuelle sans les lunettes spéciales. C'est-à-dire qu'on peut vraiment toucher le sable, on peut se noyer et on vole dans les airs en étant bien sûr confortablement assis dans son fauteuil. Il y a une vraie colorimétrie dans le film qui est travaillée, alors du coup un peu sensible je trouve à Interstellar. Je trouve qu'il s'aligne beaucoup dans ses colorimétries. Bleu-vert, ce côté bleu-vert. Très gris aussi, oui. Les parois des bateaux, l'eau, et le ciel qui se reflète sur l'eau. Je trouve qu'il y a beaucoup de gris et de bleu. C'est et des fois, une palette de couleurs gris-bleu-vert. Oui, mais c'est très froid, quoi. C'est une palette qui est clairement identifiable, ce que je veux dire. À part le feu, il n'y a aucune couleur chaude. C'est très froid comme film. À l'image de la peur. Surtout, on dirait que c'est un film de mauvais temps. Je dirais que ça renforce le côté soldat mouillé. T'as l'impression de palper l'humidité qu'il y a dans le film, dans le décor. Sachant qu'on l'a vu dans des conditions tout à fait standards en fait de cinéma, on n'est pas allé le voir en IMAX. Il y a 75% du film qui ont été tournés en IMAX, c'est vraiment une première. Et pour la première fois pour un long métrage, il y a eu des caméras IMAX portées à l'épaule, parce que les caméras IMAX, ça pèse son poids, des vraies caméras. Il y a des trucs qui pèsent mais une tonne, et en fait quand on essaye de faire de la steadicam avec l'IMAX, on se casse la gueule, parce que c'est beaucoup trop lourd. Ça fait genre 50 kg une caméra IMAX. Ouais, ça je le savais pas. Donc voilà, il faut être vraiment costaud pour porter d'un coup, toi, et se déplacer avec ce genre de caméra. Ils ont trouvé le moyen en fait de faire des caméras si légères, ça doit toujours peser beaucoup, mais qu'on peut les porter à l'épaule. Donc ça permet, je pense, les premières séquences, quand on a le jeune qui est poursuivi là, dans les rues, d'avoir quelques mouvements de caméra, et même bien après, bien sûr. Il y en a un où on le suit de dos, courir après les sacs de sable avec les mecs en mode allez viens le petit anglais, viens là. Je me suis dit, si le mec il doit porter ça en courant, c'est un culturiste. Parce qu'à mon avis il a plus mais attends, mais quand tu vois le Hoyt là, le mec il est massif le gars, attention. Mais au-delà de ça, voilà, d'avoir ces cadres un petit peu tremblotants pour montrer toute la nervosité de la scène, eh bien on a des cadres très construits. Pour moi, dis-moi ce que t'en penses, c'est un des Nolan les plus beaux. Oui, c'est vrai, c'est un des plus beaux, mais j'ai envie de dire salement beau. Parce que c'est une image sale qui va retranscrire, magnifiée par les grands angles, les plongées de caméra qui sont accrochées à l'avion, pour l'immersion, tout ça. C'est beau, c'est techniquement beau, esthétiquement beau, j'aime bien ce côté craspec
humidifié, enfin l'image comme si elle était humide au même titre que les soldats, comme je le disais tout à l'heure. C'est plus une palette de couleurs que j'aime beaucoup voir en général au cinéma. Le bleu, gris, vert, tu sais, c'est... Oui. Tu peux pas le mettre dans une couleur, c'est pas cyan, c'est pas vert, c'est une couleur terne qui se mélange aux autres et qui colle parfaitement à l'ambiance et à la thématique de la guerre. Et le fait qu'il utilise ça, je vais pas souvenir qu'il l'utilisait autant dans ses précédents films. Peut-être dans Dark Knight, c'était très bleu, ouais. Les nuits. Bleu-rouge. Rouge, ouais. Après, c'est des choses un peu plus... Pour le Joker, je crois que c'est ocre. Les plans du ciel, c'est magnifique. Les plans généraux, en fait, on voit les avions passer. Il y a une couleur du ciel et une espèce de maestria de mouvement de caméra. On traverse les nuages et en fait, on voit la surface de l'eau. La caméra commence à pivoter, presque à débuler en fait. Et on est sans dessus-dessous avec les nuages. Et waouh, il y a aussi un plan où on est sur un bateau. Et en fait, on a un bateau qui passe sur la droite dans un coucher de soleil. Et on a le destroyer très très loin. Et en fait, il y a le soleil qui tape sur l'eau et qui reflète en fait les éclats sur toute la surface blanche, grise du bateau. C'est magnifique, ça c'est un plan que vous avez en bande-annonce. Franchement, il y a des plans. T'aurais bien voulu avoir 1 minute de plus du plan parce que tu sens que c'est travaillé. Le nombre de jours qu'ils ont pris pour filmer les combats aériens, toute la logistique autour, mais ça a dû prendre une blinde. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ouais. Ça m'a fait penser à Howard Hughes, que tout le monde a dû connaître par le biais de Aviator avec... Mais Nolan veut faire un biopic DiCaprio. de ce mec. Ah ouais? Ouais, ah bah. mais le problème c'est quand il y a Aviator qui est sorti, lui il était en insomnia, et ça l'a fait mal au cœur parce qu'il s'est dit moi je veux faire ma biographie sur Howard Hughes, il y a Aviator quoi. Et bah ça se sent dans ce film, ouais. L'amour qu'il a du personnage. Alors je dis pas que je sais l'amour avant, de l'aviation, mais l'amour tu dis ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. Franchement, les caméras accrochées à l'avion, il y a vraiment un amour de la mise en scène dans ces scènes d'action là sont super bien foutues. Ouais, vraiment. Mais ce qui rend vraiment le film assez physique, sensoriel, plus visuel qu'oral, mais pas plus visuel que sonore, on y reviendra. Ce qu'on reprochait au film précédent de Nolan, vraiment là le visuel est vraiment beaucoup plus mis en avant. Moi j'aurais un petit bémol, c'est que je trouve la guerre selon Nolan trop propre. C'est-à-dire que les costumes sont super propres, on dirait qu'ils sortent de l'usine de couture. Les soldats sont rasés, il n'y a pas de barbe. Après, comme on s'était dit en sortie de salle, il n'y a pas de barbe parce que il faut de l'hygiène, c'est-à-dire pas de poux parce que sinon les poilus dans les tranchées quoi. Voilà, c'est pas les poilus dans les tranchées parce que sinon l'armée ne va pas tenir une seule seconde sur une campagne entière en fait de guerre. On va dire que ce qui me donne l'impression de tous ces soldats, c'est qu'ils n'ont pas fait la guerre avant de se retrouver sur cette plage. Ce qui est peut-être le cas. Mais moi, ça m'a un petit peu gêné. Et, le seul qui porte de la barbe, c'est Kenneth Branagh. Voilà, une barbe de 3 jours. alors que c'est pas un mec qui va se battre, quoi. ça paraît paradoxal. Hein. Mais moi, ça m'a un peu gêné. Ce que je me dis pour défendre un peu le point de vue, c'est que Nolan, c'est un romanesque. C'est-à-dire que c'est un littéraire. C'est pas quelqu'un qui va être dans la représentation vraiment typiquement réelle, même s'il s'en défend et veut représenter le réel. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une image très littéraire, très romancée des rêves du super-héros, théâtral aussi, par moments, c'est mis en scène. Donc pour moi, c'est presque normal qu'il représente un petit peu cette guerre comme une guerre trop propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, pas de tripes, pas de corps morts, pas de démembrement. Il faut sauver le soldat Ryan, c'est vraiment la violence, tu vois. Les mecs sont déjà sales alors qu'ils sont même pas arrivés sur la plage, quoi. Alors que là, les mecs sont d'une propreté, c'est ouf. Ils sont même pas un peu mal rasés, non, ils sont nickel. Ouais, à l'exception à la fin quand ils sont couverts de... Oui, à un moment il faut bien qu'ils soient sales, quoi. Ouais. Non, c'est pas de la boue, c'est du gasoil. Hein. Du gasoil, autant pour moi, ouais. C'est de l'essence. J'avais marqué en point d'interrogation, la mort ne rôde pas assez dans ce film. Elle rôde. Pour répondre clairement à cette interrogation, elle rôde, mais elle ne rôde pas sur les personnages. C'est-à-dire que sur les personnages, leur corps ne transpire pas la mort par la saleté, la transpiration à outrance. Je veux dire, en termes de hairstyling et de maquillage, au début du film, ils sont trop propres. Après, ça permet, comme tu l'avais dit, Arthur, une évolution pour voir à la fin des gens qui ont des blessures, qui sont sales, ça se voit, hein. Mais c'est peut-être pour créer ce contraste entre le début et la fin. Mais sur le coup, moi, j'étais un peu refroidi. Alors, ça me donne presque une idée, en tout cas en début de film, d'une simulation propre de la guerre. Et c'est en cela qu'on peut arriver sur un point qui est intéressant, c'est que c'est une reconstitution de vitrine. Les bateaux
Et les avions sont des vrais. Et même mieux, la plupart sont des vrais bateaux qui ont servi pendant la guerre. Beaucoup d'entre eux étaient de vrais bateaux de l'opération Dynamo. D'autres viennent de fondations privées et de musées. Ça a dû leur coûter une blinde d'argent pour négocier des contrats de location et après pour tous les faire venir sur les lieux. Les contrats pour négocier, supporter aussi les refus des fondations de ne pas léguer certains bateaux. Les propriétaires des trusts ne veulent pas laisser comme ça leur bateau à la merci d'un réalisateur qui va peut-être les endommager, parce que ce sont des bateaux qui ont quasiment 100 ans. Pourquoi je sais que ce petit détail, c'est que vous avez un Wikipédia français très complet sur la liste des bateaux et des avions qui ont été utilisés pour le tournage. C'est-à-dire que vous avez le bateau, sa date de construction, à qui il appartient, les spécificités, c'est ultra précis. Si vous voulez des détails sur toute la machinerie utilisée sur Dunkerque, il y a même les hélicoptères utilisés pour le tournage. C'est vraiment ultra précis ce qu'ils ont fait. Donc vraiment, je salue les gens sur Wikipédia français. Ils ont fait un travail de malade. Et tout ce que vous voyez, tous ces bateaux et ces avions, eh bien, tout ce que vous voyez à l'écran, c'est réel. Et c'est ouf. Vous avez des plans, vous vous dites c'est pas possible. Ça fait pas factice. Ah non. Tout à l'heure, tu parlais c'est ultra troublant. Le côté trop propre, après on dit ça, mais ça fait pas. On n'a pas l'impression de voir des cosplayers non plus. Alors, parce que les acteurs jouent bien. Là, ça, je suis pas d'accord. Quand je voyais le destroyer, je trouvais que c'était un destroyer qui sortait d'usine, j'y croyais pas un seul instant. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est un destroyer, on dirait que c'était un vieux truc, ils ont mis des plaques de fer, ils ont badigeonné avec de la peinture grise, et voilà, ça fait le destroyer. Ah, Moi, je trouve que le destroyer, ça faisait un peu en toc. Hein. Ah, peut-être que j'ai ce côté pour bon public. Oui, mais c'est très bien, c'est tout à ton honneur. Et quand j'ai vu les avions, moi j'y croyais, vraiment, Ouais. je voyais pas ce côté factice. Mais les combats d'avions, tu te dis, oh, c'est du CGI. Non, ils ont vraiment fait tourner les coucous d'époque. Ah oui, il n'y a pas de CGI, il n'y a pas un seul. Hein. Alors je pense pour les tirs, ils ont dû faire des des tirs en petits CGI. effets, mais voilà, ça c'est petit, quoi. Mais même les tirs, d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, les tirs de mitraillettes, en général, tu sais, on voit comme des lasers jaunes, ouais. gros. Là, c'est des petits trucs comme si on jetait des frites dans les airs. Ouais. Mais donc c'est l'usage de vrais avions, donc on fait appel à des spécialistes et des fois même peut-être d'anciens pilotes de ces avions-là. Donc il y a une restauration d'anciens avions. Savoir aussi que ces avions d'époque, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire, comment ils volent, la force G qu'un pilote peut vraiment supporter. Donc Nolan s'est renseigné sur tout ça. Il est très lucide à ce niveau-là. Donc tout ce qu'on voit dans le film en termes de mouvement d'avion est vraiment est réel en fait. Et concernant ce fameux crash d'avion, on avait dit qu'il avait fait crasher un véritable avion pour 5 millions de dollars, je crois. Eh bien non, ce sont des reconstitutions, des répliques parfaites pour les crashs, sans les moteurs, pour faciliter la chute, et avec des bonbonnes de gaz pour faire la fumée, enfin tout un mélange pour faire crasher les différents avions allemands ou anglais. Donc voilà, ça permet comme ça de digérer une petite confusion qu'ont fait les gens qui croyaient qu'il avait fait crasher un avion d'époque. Nolan est quand même respectueux de toutes ces machines, hein. C'est bien pour ça qu'il a fait venir quand même les véritables bateaux de l'opération Dynamo, hein, c'est pas pour rien. Donc quand il y a eu des problèmes avec les bateaux, ce sont des copies. Le mec il avait beaucoup d'argent pour faire des copies. Donc voilà, ce qu'on voit dans le film, c'est réel. Des fois ça manque peut-être un petit peu de densité, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux par rapport à la véritable opération Dynamo, hein. Alors de ce que j'ai lu, alors c'est les chiffres que j'ai lus, j'ai lu des nombres supérieurs un peu plus tard, je sais pas lesquels sont justes, mais il y a eu 6 destroyers et 230 bateaux, c'est très impressionnant à l'époque. Sur le tournage il y avait 62 vaisseaux, ce qui est quand même énorme, une soixantaine de bateaux. 12 bateaux ont été vraiment là pendant l'évacuation. Donc c'est une masse très compliquée à gérer. Parce que c'est pas des humains là. Les bateaux, si tu leur dis va à cet endroit et que le vent il a pas décidé que ça aille à cet endroit, c'est compliqué quoi. Donc en fait il a demandé conseil à des réalisateurs qui ont déjà travaillé sur l'eau, Spielberg et Ron Howard. Ron Howard avait fait récemment In the Heart of the Sea. Donc là c'est un film aussi avec des voiliers, un travail sur l'eau important. Donc voilà, pour essayer de se rassurer aussi et de savoir quelles sont les contraintes de tourner sur l'eau. Parce que quand même on a beaucoup de séquences sur l'eau.
Oui. qui sont compliqués parce qu'il y a quand même plusieurs bateaux qui sont mis en cause. Imaginez aussi le travail gigantesque quand on a quelqu'un sur l'eau et qui voit un avion passer. C'est pas un avion qui a été fait en ciel sur fond bleu composite et après qui est rajouté par la suite, hein. C'est un vrai avion qu'on a demandé de passer à ce moment-là précis. Et après, s'il y a des explosions qui doivent se déclencher à ce moment précis sur un bateau, il y a une coordination en fait avec le mouvement d'hélicoptère qui doit se faire. Mais ils ont dû faire ça je sais pas combien de fois. C'est vraiment on se rend pas compte comme ça qu'on voit le film, c'est super impressionnant. Mais il y a une logistique monstrueuse quand on fait des mouvements de bateaux et d'avions simultanément en pleine mer. Enfin, ça nécessite beaucoup de préparation. Donc c'est aussi un tournage qui, je pense, était assez éprouvant. C'est pour ça que je crois qu'ils l'ont pas fait en France. En fait, ils l'ont fait en Hollande, je crois. Tout ce qui était les mouvements en mer. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que les mouvements en mer ont été faits à un autre endroit. Enfin, tu sens qu'il y a un véritable travail sur les impacts et les moments de tension parce qu'il y a il y a beaucoup de mouvements de caméra et les mouvements de passage des avions sont travaillés au son, ça sature à mort. Enfin, on va peut-être passer maintenant sur des idées de post-production. Non seulement les images sont assez impressionnantes, mais au son, il y a un travail sonore de sound design. Ouais, ça, c'est fou, quoi. En général, quand on regardait un film de guerre, enfin les films de guerre précédents, je n'avais pas souvenir que le sound design était aussi agressif. Ouais. Là, on pousse le volume des coups de feu à fond pour que tu ressentes la violence de la guerre. Mais pas parce qu'il y avait le mec qui était en face de toi pour te foutre des coups de baïonnette ou machin. Là, c'est les balles qui font peur. Pour la première fois, les balles te font peur. Enfin, pour la première fois, j'avais déjà ressenti ça un peu avec Oxo Ridge. Vraiment, c'est le rafale, le son, le frottement, c'était bien foutu. Là, c'est autrement. C'est plus un son de... Tu sais, ça fait des carabines un peu, tu sais, c'est pas une mitraillette Gatling, ça fait... Vraiment, c'est sec, c'est sec. C'est sec, ouais, c'est très... Et du coup, t'es là, Enfin, moi, j'arrêtais pas de sursauter. À un moment, j'ai cru que j'allais voir une acouphène, tellement ça pétait partout. Des fois, ça pète pas mal. Et surtout... Et notamment la scène en milieu fin, quand ils se retrouvent cachés dans le bateau, et qui se retrouvent canardés de tous côtés par les Allemands, sans qu'on les voie, hein, avec le bruit de la coque qui se fait trouer. À chaque fois, j'étais un sursaut tout le temps. Enfin, je me suis dit, putain, mais les mecs, quoi. Bon, en même temps, c'est de la guerre, hein, je comprends. Mais c'était super bien foutu. Donc, il y a un vrai travail sur le son. Et j'ai envie de dire aussi que c'est la première fois que je ressens de la tension par un simple son d'avion. Dès que t'entends le de l'avion, putain, t'es en train de serrer ton cul comme ça, tu dis non, pas sur moi, avec Ellen Branagh sur le plongée qui est en mode non, putain, je suis foutu. Et c'est vraiment le thème du Joker par le son de l'avion qui t'arrive dessus comme ça. Et, oh non, en vrai, le son excellent. Tu disais que dans d'autres films, on laisse entendre un petit peu la musique à travers tout le mixage de sound design, de bruit, tout ça. Là, je trouve que c'est aussi le cas. C'est le cas, ouais. Il y avait même des moments où des fois t'étais plus concentré sur la musique que sur les images. Des fois la musique s'excitait alors qu'il n'y avait pas forcément de montage dynamique. La musique s'excitait avant même que le montage s'excite. L'illusion de la gamme de Shepard, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je me suis renseigné donc, et la musique est très bien retranscrite en fonction de la... Elle fonctionne que comme ça, on dirait. Elle ne fonctionne que comme ça. C'est simple. Sinusoïdal, cyclique, sur le rythme d'un tic-tac d'horloge qui décélère et accélère au fur et à mesure que l'intensité est de plus en plus présente en fonction des scènes d'action tendue. Et même jusqu'à... Alors, du coup, il n'y a pas de percussion à part des gros booms, mais ça, c'est très peu de fois. Hein, on pourrait le compter sur le doigt de la main. Mais là où c'est prenant, c'est que ça ne marche pas que seulement avec les tic-tac, mais avec les sound design qui font partie intégrante de la composition d'Hans Zimmer. Il n'y a aucune mélodie à chanter, même à la fin, quand c'est plus orchestral. Vous n'allez pas vous en souvenir. Mais par contre, vous allez vous souvenir de l'émotion que ça vous a fait véhiculer. De la sensation. La sensation, c'est une BO sensorielle. Et je pense que ce sera peut-être pas agréable pour tout le monde de l'écouter à part, sans les images. Moi, la scène qui m'a vraiment fait vibrer, c'est quand on a un des derniers avions allemands, comme ça, le bombardier, en fait, qui va attaquer le dernier bateau. Et on a Tom Hardy qui commence à s'aligner et qui essaie de le détruire. Et là, en fait, non seulement tu as les arcs scénaristiques qui sont tous ensemble, enfin ils se regroupent tous. Oui.
Et on a la musique qui est au maximum d'intensité, et avec le son aussi qui est au maximum d'intensité quand il y a Tom Hardy qui tire. Et là, moi, je me suis dit, il faut absolument qu'il tue ce bombardier. Vraiment, mais vraiment, c'est le suspense, vous savez, quand on sait pas s'il va y arriver, parce qu'il arrive tellement de merde aux Britanniques qui seraient capables même de faire exploser encore un bateau de plus, quoi. Oui, c'est ça. Et vraiment, là, la musique, comme tu dis, renforce le tout. Et même presque sature en même temps que le son de l'avion et de tout. Enfin, il y a un son qui revient systématiquement tout au long du film, qui n'est pas tout le temps présent au point de se dire « Ah bon, c'est bon, on a compris », mais qui arrive à un moment précis, c'est quand la menace devient de plus en plus imposante, voire dangereuse, au risque de mourir dans la seconde près. Un son d'accélération d'avion mélangé à celui d'une Jeep, où c'est ce côté de... Ouais. Et qu'il a saccadé comme ça fait ce côté de... Et vraiment... Vous l'entendez pas, mais vous la ressentez vraiment. Ouais. Parce que quand vous les voyez se noyer dans le noir, dans un bateau, pour les claustros, tenez-vous à vos sièges, parce que ce son, vous allez l'entendre. Mais tu sais, il y a un plan, d'ailleurs, je me disais quand on allait la voir, mais c'est un plan où tu as l'eau qui commence à bousculer, à prendre le pas, et tu vois une vague silhouette avec un fond assez clair, et une vague silhouette qui essaie de se rattacher, tu vois l'eau comme ça balayer le personnage. Ouais, ça fout là. Ah ouais, c'est... Il y a même un moment où on est dans le noir, clairement. Ouais. Je pense que pour apprécier cette scène, il faut être dans une salle de cinéma. Si vous avez l'occasion de le voir dans une salle, genre une salle qui ressemble à une salle IMAX, allez-y. Hein. Il y a aussi un truc que j'ai plutôt aimé, c'est qu'on montre les obus dans ce film-là, un petit peu. Parce que je reprochais à The Dark Knight Rises des fois de faire tirer un canon, mais on ne voit pas en fait l'obus sortir du canon. L'artificier, il a fait une détonation du canon, et il a fait une détonation à l'endroit où ça tire. Mais on n'a aucun obus ou objet qui sort du canon. Comment ça se fait ? Donc voilà, des petits détails comme ça, je trouve qu'ils plantent un petit peu techniquement en fait The Dark Knight Rises. Ici, on a les avions qui commencent à distribuer leurs obus tranquillement, et les moments où on se dit, on va avoir les obus, en fait, ils nous le cut d'une façon qu'on ne voit pas en fait la descente des obus, mais on voit l'impact. Oui, tu disais pour les obus, c'est vrai que ça fait plaisir de les voir. L'impact, en fait, c'est surtout... Enfin, ça fait pas plaisir pour les... ça fait plaisir. On voit des morts, ouh. Non, mais ça fait pas plaisir de les voir quand on est soldat, mais ça fait plaisir en fait de voir spectateur. La corporalité d'une explosion. Et la bombe, on la voit très peu de fois dans les films. On voit une explosion, une énorme explosion, mais on voit jamais le tir en fait, la chose qui va détonner en fait. Voilà, quand on voit des canons dans les trucs napoléoniens et tout ça, on voit des explosions partout, mais on voit jamais le boulet en fait être balancé. Tu te dis, mais comment le boulet peut faire une explosion pareille ? Voilà, c'est spectaculaire hollywoodien, mais il faut pas oublier qu'il y a des obus. Et le film nous en montre un petit peu quand même, et ça fait plaisir de voir ça. Parce que quand je vois Il faut sauver Staldarian, il y a de superbes explosions, mais je vois jamais les obus. Hein. Il faudrait que je le revoie. Mais il faut pas oublier ce détail. Si tu veux vraiment rendre le truc réaliste, il faut penser à tout. Alors là, il y a un défi parce qu'il y a les artificiers qui doivent faire exploser les endroits, et en même temps, tu as les effets spéciaux qui doivent créer en fait une forme qui tombe sur le sol. Et ça, c'est compliqué. On est au cœur de l'action, on ressent la peur, c'est un film sur la peur. L'alternance, voilà, comme on l'avait dit, ça se passe bien. À part certains moments et la confusion qu'on aura un petit peu le début. La manipulation de l'espace et du temps est vraiment brillante, on en a déjà un petit peu parlé. Est-ce qu'il y a des plans qui nous manquent par rapport à ce qu'on voit dans la bande-annonce ? Je trouve qu'il y a un ou deux plans qu'on n'a pas dans le film, ou alors je sais pas, je m'en suis pas rendu compte. Il n'y en a pas beaucoup, mais généralement il ne semble pas qu'il y ait trop de scènes coupées par rapport à tout ce qu'on a pu voir pour la promotion. Moi je pense à un plan, en fait, quand on a cette personne qui se suicide, on a un plan de dos. On a la personne qui passe comme ça, qui arrive devant l'eau. Et je crois pas qu'on a ce plan dans le film, on a dans la bande-annonce le premier teaser en fait. Et on a aussi des plans où on a des gens qui sont sur la plage, qui sont morts et qui sont, je crois, avec un drap. Et on le voit aussi dans la bande-annonce, mais pas dans le film, il me semble. Donc il y a plein de petits plans en fait qui sont des plans très beaux qu'il n'y a pas dans le film parce qu'il faut créer aussi un rythme. Et on ne peut pas créer un rythme si il faut montrer tous les beaux plans et tout ça. Il y a beaucoup de plans qui sont super beaux, mais je pense qu'ils ne sont pas tous, il a dû faire un choix. Comme le fait Nolan, et bien sûr, pensez bien qu'il n'y aura pas de director's cut. Nolan est quelqu'un d'assez vindicatif, c'est pas Ridley Scott. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même une fin qui est très étrange, on peut peut-être parler du montage de la fin. Oui, le plan qui succède celui où on le voit de face, pris en joue par les soldats allemands, hein, toujours en flou, là, fondu en noir. Sur l'avion. Sur l'avion qui brûle. Oui, sur l'avion qui brûle. Oui. Et on s'attend à ce que ça fasse Directed by Christopher Nolan. Non, juste après,
On termine sur le plan d'avant où on voyait déjà Fionn qui lisait le journal Le Discours de Churchill, et on revient sur lui. On revient sur lui, mais sur un court instant de plan. Comme si en fait le fondu de l'avion n'était pas terminé. Ouais. C'est super bizarre. Hein. Mais c'est bizarre, mais c'est pas là pour rien. Je me suis dit que c'était finalement pour mettre en avant la jeunesse sauvée. Plutôt que montrer une image plutôt défaitiste en fait de cet avion qui a été l'avion héroïque de notre aventure qui brûle. C'est quand même un message assez horrible quoi. Il a fait un dernier plan sur la jeunesse sauvée, sur ce mec qui a survécu au pire drame de la guerre. Mais surtout qu'on l'avait déjà montré, et c'est comme si il se disait on peut pas terminer sur Thomas. Allez, on revient sur les jeunes. Et ouais, mais on dirait presque un bug de montage quoi. Oui, c'est ça. C'est un choix qui est super chelou. Mais en plus, tu avais dit que ça se terminait avec un avec un son. Ouais. Alors je sais plus, moi je l'ai entendu comme une feuille qui se tourne. Une page de tournée, mais toi tu m'avais dit un clic, un espèce de clic de diapositif, d'appareil, je sais pas trop. C'est super bizarre. Je comprends pas. Encore une fois, c'est des choix de montage chez Nolan. Des fois, ça me questionne. Hein. C'est comme sur Interstellar. Je vais montrer à Arthur un espèce de panoramique chelou. Mais vraiment, il y a des choix qui est étrange. Mais c'est des choix qui vont faire débat, des choix qui questionnent. Hein. Nolan n'est jamais, ne fait jamais des films tout propres aux yeux du public. Il y a toujours des gens qui vont débattre. C'est ça qui fait la saveur du personnage. C'est qu'il fait parler de ses films. Ouais. Il y a toujours des discussions après quand on sent. Les films sont riches, tu vois. Ouais. Et ce film-là, c'est un film, même si quoi qu'on en dise, c'est quand même un film de guerre. C'est un film de survie, c'est un film aussi sur l'espoir de vivre, l'espoir d'une prochaine guerre aussi. Aussi bien pour les Allemands que pour les Anglais qui veulent pas se laisser faire. Sur l'expérience de la guerre, je crois que c'est le point le plus important. Tout en étant un film totalement nolanien. En termes de montage, en termes de photographie, en termes de découpage. C'est narrativement que ça se ressent. Oui, et c'est même, de découpage. Je trouve, plus harmonieux que Interstellar ou Inception. Là, il arrive vraiment à avoir au contraire, je trouve aussi harmonieux qu'Inception dans sa manière d'interpréter les images comme ça. Je trouve qu'Inception est... En fait, si tu fais attention, il y a des séquences qui sont plus longues que les autres, s'il doit respecter son système de vitesse sur chacun des rêves. Et il y a des séquences qui sont plus longues que les autres parce qu'il doit faciliter en fait son histoire. Mais le truc ne suit pas de bout en blanc. C'est une autre gestion de l'attention. Là, on est dans une autre gestion. Mais alors là, ça mérite un revisionnage, mais je trouve que le tout est beaucoup plus harmonieux du fait de ses expériences précédentes dans des montages aussi compliqués. Si c'était pas forcé à créer des structures aussi compliquées sur tous ses précédents films, il pourrait pas arriver avec quand même une putain de maturité pour créer ce qu'il a créé là, quoi. C'est un film assez précis, c'est assez épuré, beaucoup moins de dialogue et tout ça, et c'est très intense. C'est un film de Christopher Nolan, et oui, bien sûr. Je ne te force pas à mettre de notes. Il n'y a aucun souci. Je suis contre le système de notes. Voilà. J'aime pas les notes. Moi, je lui mettrais un 16,5 sur 20. C'était vraiment... Ça demande un revisionnage, je pense. Oui, moi j'ai beaucoup aimé, je pense toi aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Pour moi, il fait partie de mes films préférés, de sa filmographie. Il rentre dans les premiers. Il évolue. Il stagne pas, il évolue. Est-ce que tu penses que ce film sera un grand film de guerre et un jalon du genre ? On pense toujours faire un chef-d'œuvre sur l'instant T. Une fois qu'il est sorti, le nombre de réactions positives, rang de chef-d'œuvre, on se connaît tous, à chaque fois qu'on on regarde trop de mauvais films aussi. Ouais. C'est vrai. Donc on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un film qui marche bien, voilà, chef-d'œuvre. C'est pour ça, et je pense qu'en fait, j'ai tendance à préférer les films qui se font bâcher maintenant, parce qu'ils seront toujours adorés après. Fight Club, quand il est sorti, en tout cas, oui. Fight Club, quand il est sorti, David Fincher, il a pas marché du tout. Et après, le film est classé au rang de film culte. Moi, à mon avis, ce film pourra l'être plus tard, mais ce qui rend le statut de film culte, c'est un contexte. Il ne marque pas dans une scène précise. Il n'y a pas de morceau qui va se rechanter. En fait, c'est une expérience. C'est un entier. Exactement. Entier. C'est entier, oui. C'est difficile en fait de dire cette scène elle est trop bien. Ouais. Bon, on a des préférences. Moi, par exemple, là, je disais tout à l'heure que la musique, quand ils sont en train de se noyer, j'adorais ça. Enfin, pas les soldats qui meurent, mais. Non, t'as dit la musique. La musique et la musique sans les images. Mais les deux, se combinaient extrêmement bien. D'ailleurs, avant de conclure, j'aimerais au moins te poser la question par rapport à Hans Zimmer. Qu'est-ce que par rapport à tous les films que tu as vus, de ce film-là, qu'est-ce que tu constates au niveau de son travail, bilan sur le personnage?
on sent qu'en fait il délaisse un peu les mélodies, le côté orchestral, et où on ressent en fait des scènes, des actions, des gestes par la musique pour des nappes. C'est-à-dire que depuis, je trouve Interstellar aussi joue beaucoup sur ça. Oui. Ce sont des nappes, ce sont des ambiances qui sont plus ou moins agressives, plus ou moins fortes. Et je trouve qu'en fait, il commence à évoluer dans son cinéma, à lui, dans sa musique de cinéma, sur des choses. Et on en avait parlé un petit peu sur le sound design, beaucoup travaillé. Inferno, c'est un délice parce qu'il y a du sound design, du synthé partout. Le mec, il se déchaîne. Et à côté, on a Interstellar qui est très très sobre. Alors, après, je parle là de musique que j'ai écoutée, mais je n'ai pas tout écouté. Et puis des fois, qui fait quoi? Quand tu regardes il a, la quand même fiche il a une sacrée écurie, le mec. Hein. Oui. On a vu quand même dans les crédits qu'il y avait Lorne Baffle qui était à la production de la musique. Donc on peut se dire peut-être que lui, il a travaillé aussi. Mais moi, ça m'avait interloqué. Dans le générique de fin, on était resté jusqu'à la fin. On avait vu marqué Based on the theme of Benjamin Wallfisch, qui lui avait bossé sur la BO de Lights Out et sur la BO de les ombres, les figures de l'ombre, Oui. en collaboration avec Pharrell Williams et Hans Zimmer. Ouais. Donc ils étaient déjà collègues de boulot. Pharrell Williams, Sinister Six, là, Magnificent Six. Aussi. C'est vraiment une famille. Hein. Oui, c'est une famille. Oui, c'est pour ça les compositeurs, c'est réalisateur, c'est un mec qui fait la lumière, un mec qui fait le son, vous voyez où je veux en venir, c'est la même chose, c'est compositeur, faut le voir comme un chef d'orchestre, c'est ses idées, c'est ses thèmes, c'est sa façon de travailler, il a pensé, mais il a des gens qui viennent bosser pour lui. Après, faut pas dire que c'est lui, il a plagié le machin, ou il a des esclaves, mais non, c'est une autre manière de concevoir un film, mais par le son, qui vient s'imbriquer dans un projet, et ensuite, voilà, les instrumentistes viennent, les violonistes, Tina Guo, tout ça. Donc Hans Zimmer, là, t'es pas tout seul, manifestement. Non, encore une fois. Je trouve c'est bien parce que, encore une fois, moi, comme on disait pour le réalisateur, moi j'ai toujours peur qu'il y ait des gens qui aient un style vieillissant, un style qui n'est plus tendance. Ouais. Moi je trouve que, par exemple, John Williams fait très belle mélodie, c'est très beau, mais en fait ça se rattache aux années 60. En fait, c'est comme un citron, en fait on le pressurise tellement et à la fin il n'y a plus rien qui sort. Et en fait pour un chef d'orchestre, à un moment c'est un tradit. C'est un tradit et les films ne sont plus tradis. Donc en fait il y a une espèce de contraste, de fracture en fait musicale entre quelqu'un de très traditionnel, d'orchestral, et un film qui a un rythme complètement différent. Donc c'est très troublant en fait de voir ça chez les compositeurs, et on souhaite toujours que les compositeurs soient le plus longtemps dans le flux. Et je trouve qu'Hans Zimmer, du fait de très nombreuses collaborations, toujours arrive à se revigorer, à se redynamiser. Là, je peux pas parler directement en précision en termes de musical, parce que je suis pas spécialiste, toi tu l'es plus que moi, mais en termes de ce que je ressens de son vécu là, en tant que compositeur, c'est quelqu'un qui arrive à fédérer beaucoup de gens autour de lui, ce qui lui permet à lui-même d'évoluer aussi, par les nouvelles techniques, parce qu'il travaille aussi avec des jeunes. Oui. Et par les goûts musicaux, quand il fait des collaborations sur Kung Fu Panda par exemple, eh bien, il y a eu beaucoup de va-et-vient avec Klaus Badelt pour le premier Pirate des Caraïbes. Oui. Et après il y a des d'ailleurs le tout premier c'était pas Hans Zimmer mais Klaus Badelt, qui était de mentionner, mais Hans Zimmer avait contribué derrière en tant que producteur pour donner 2-3 lignes de notes. Et ça permet après d'avoir une continuité, après de faire tenir sur plusieurs... par exemple Batman Begins, voilà, on s'installe avec... Qui initialement devait être tout seul. Et après, lui a demandé à ce qu'il y ait James Newton Howard, il voulait avoir un duo. Et après, ça a permis aussi à Hans Zimmer d'avoir déjà beaucoup de thèmes qu'il a après retravaillé, rajouté avec de nouveaux thèmes. Donc voilà, moi j'aime beaucoup en fait cette idée de dynamique, de duo, d'équipe. Et qui va toujours le mettre à mal aussi quand il va composer des trucs. Il dit on va faire des sessions d'écoute, je vais travailler aussi avec des artistes, des guitaristes pour Inception. Voilà, je trouve que le mec il se donne des challenges. Même quand on croit qu'il est tout seul là par exemple, on voit que lui de notifier, en fait ils sont plusieurs. Et par exemple dans Man of Steel,
Il n'y a pas marqué Junkie XL, pourtant il a contribué à faire les taïkodrums derrière, tout ce qui est texture, sound design. Et Hans Zimmer, je crois que maintenant, il s'éloigne le plus possible de ce que l'on veut entendre, nous en tant que spectateurs, parce que quand vous allumez la télé, la musique épique, il y en a de partout. Hein. On fait la cuisine, voilà, tu découpes tes patates, il y a la musique épique. Top Chef avec Pirates des Caraïbes en fait. Mais oui, c'est chiant, mais ça veut dire parce que il y a une ringardisation de la musique épique, il faut bien le savoir ça, qui a amené à ce que maintenant, quand on en entend, il n'y a plus l'effet d'avant. Alors du coup, je pense que Hans Zimmer, depuis qu'il s'est fait parodier son fameux pain qu'on a entendu dans Inception, qui d'ailleurs c'était pas le sien, c'est la bande-annonce de Mind Heist, qui est Zach MC, qui fait aussi des musiques de bande-annonce, et c'est lui, ce son-là, c'est pas Hans Zimmer, donc faut voilà, la vérité est rétablie. Voilà, ça m'énerve quoi. Mais je vois maintenant Hans Zimmer, si on devait trouver une métaphore, c'est quelqu'un qui va créer la texture, qui va créer le tissu, qui va donner l'identité sonore du film et non pas la mélodie. Maintenant, il va pas donner un nom à son enfant, il va créer la lettre, tu vois, et la typo. Ça, en tout cas, j'ai hâte d'écouter la BO de Dunkerque. Hein. Voir seul, les sans nappes. l'image. Oui, complètement. D'écouter un peu les moments héroïques là quand il y a les bateaux qui passent. Je me demande s'il a pas fait une version, ce qu'on appelle une suite. Tu sais, c'est un morceau de 12 minutes qui regroupe tous les thèmes du film. Voilà, ce serait tout le film avant les peut-être pour des CD officiels, enfin les bonus, c'est des bonus collector. Se marie bien à Nolan. C'est un très bon duo. Il y a vraiment un vrai travail entre les deux. C'est peut-être en cela que j'admire Nolan, c'est que c'est un peu comme les anciens réalisateurs des années 40, 50 du vieil Hollywood. C'est quelqu'un qui aime bien avoir une famille autour de lui, une famille de collaborateurs et d'acteurs. L'homme de cinéma qu'il est. Pour l'homme traditionnel en fait du cinéma qu'il représente, que j'aime beaucoup ce gars-là, c'est-à-dire un mec qui est tellement maintenant puissant qu'il peut imposer ses lois aux grands studios, là où tout le monde courbe la tête, se courbe devant les majors, et bien lui, voilà, il peut faire les films qu'il veut et c'est quelqu'un qui a une très bonne vision du cinéma, je trouve, même si elle est traditionnelle, hein, je veux dire, des gens des pros numériques, des gens qui veulent un cinéma beaucoup plus festif, pulp. Tout ça, c'est sûr que Nolan ce sera pas très pulp, hein, mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir des gens comme ça au cinéma qui ont du succès. Quand il en faut pour tous les goûts, hein, dira-t-on. La semaine prochaine il y aura Valérian, c'est à l'opposé total de ce que peut imaginer Nolan, hein. La critique est terminée, ça fait un sacré long critique, je suis encore désolé, hein, mais vous savez, voilà, c'est la critique du retour de Cinefiles sur le devant de YouTube, donc voilà, il y avait beaucoup de choses à dire, on a pris notre temps, hein, vous savez, en duo ça prend toujours un peu de temps, donc vraiment merci beaucoup de l'avoir suivi. Je te remercie Arthur d'être venu et de t'être prêté à l'exercice de la critique. Peut-être aussi à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Quant à nous, on va vous laisser. On vous remercie pour vos futurs retours sur la vidéo. On vous remercie et on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Salut!